Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle signait son nom sur le certificat de mariage. Elle ne regardait pas l'homme qui se tenait à côté d'elle. Elle ne le pouvait pas. Il y a 20 minutes, elle était une étrangère pour Samuel Garrett. Maintenant, elle était sa femme. L'encre était encore humide lorsque les portes de l'église se sont ouvertes violemment. Une femme vêtue de soie se tenait là, sa voix tranchant le silence. Vous l'avez épousée, une blanchisseuse? La gorge de Clara s'est serrée, mais elle n'a pas pleuré. Elle avait oublié comment faire. Si vous voulez voir comment un choix désespéré est devenu la plus grande histoire d'amour du territoire du Wyoming, abonnez-vous maintenant et commentez votre ville ci-dessous. Voyons jusqu'où ira le voyage de Clara. Le jour où Clara May Thornton a décidé de vendre son avenir a commencé par un cri. Pas le sien, celui de sa sœur. Clara a lâché le seau de lessive et a couru. L'eau a éclaboussé les marches de la pension, trempant ses bottes usées, mais elle ne l'a pas remarqué. Elle a monté les escaliers 4 à 4, son cœur cognant contre ses côtes. Maggie. Elle a fait irruption dans leur minuscule chambre. Sa sœur de 17 ans était assise au bord du lit étroit, serrant une lettre, le visage blanc comme un os. Il nous a trouvés. La voix de Maggie s'est brisée. Clara, il nous a trouvés. Clara a arraché la lettre. L'écriture était soignée, et elle lui a glacé le sang. Mademoiselle Margaret Thornton est par la présente ordonnée de retourner sous la garde de Monsieur Roland Whitmore de Saint-Louis, Missouri. Son tuteur légal, tel que nommé par le testament du défunt juge Thornton. Le refus d'obtempérer entraînera un retour forcé. Clara l'a lu 2 fois, 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Je ne retournerai pas là-bas. Maggie a attrapé le bras de Clara, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Clara, je ne veux pas. Tu sais ce qu'il a fait. Clara savait. Elle avait vu les bleus que leur oncle laissait sur les bras de Maggie. Elle avait entendu la façon dont il lui parlait, dont il la regardait. C'est pour cela qu'elles s'étaient enfuies il y a 6 mois. C'est pour cela qu'elles avaient atterri à Cedar Crossing, dans le territoire du Wyoming, avec rien d'autre que les vêtements qu'elles portaient et la capacité de Clara à frotter la saleté des autres. Tu ne vas nulle part. Clara a plié la lettre et l'a fourrée dans sa poche. Je vais arranger ça. Comment? Les yeux de Maggie étaient rouges, désespérés. Il a des avocats, il a de l'argent, nous n'avons rien. Clara n'a pas répondu parce que Maggie avait raison. Elles n'avaient rien. Elle a trouvé Madame Patterson dans la cuisine de la pension, les bras enfoncés dans la pâte à pain. La femme plus âgée a levé les yeux, a jeté un coup d'œil au visage de Clara et a essuyé ses mains sur son tablier. Que s'est-il passé? Clara lui a raconté chaque mot. Quand elle a fini, Madame Patterson est restée silencieuse un long moment. Il n'y a qu'un seul moyen de briser une revendication de tutelle, a-t-elle dit finalement. Maggie doit être sous la protection légale de quelqu'un d'autre. Un mari. Ou. Elle a fait une pause. Ou une sœur mariée dont le mari est prête à prendre la responsabilité. Clara la fixait. Je ne suis pas mariée. Je sais. Les yeux de Madame Patterson contenaient quelque chose que Clara ne pouvait pas lire. Mais il y a un homme qui cherche une femme. Samuel Garrett possède le ranch là-haut dans la vallée. Son contremaître était en ville hier pour demander si une femme respectable pourrait être intéressée par un arrangement pratique. Un arrangement pratique. Clara a répété ces mots sans émotion. Sa fille a besoin d'une mère. Il a besoin de quelqu'un pour gérer sa maison. Ce ne serait pas un mariage d'amour, mais ce serait légal. Et la légalité est ce dont vous avez besoin en ce moment. L'estomac de Clara s'est retourné. Épouser un inconnu. Renoncer à toute chance de choisir sa propre vie. Devenir la solution pratique d'un éleveur. Mais ensuite, elle a pensé au visage de Maggie, à la peur dans ses yeux, au bleu qui avait mis des semaines à s'effacer. Où puis-je le trouver? Samuel Garrett n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Clara avait imaginé un vieil homme usé par le temps, peut-être 2 fois veuf, assez désespéré pour faire de la publicité pour une femme comme s'il vendait du bétail. Au lieu de cela, l'homme qui se tenait devant le magasin général avait environ 35 ans. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux foncés grisonnants aux tempes et des yeux couleur ciel d'hiver. Il parlait à son contremaître quand Clara s'est approchée. Elle a entendu la fin de leur conversation. La cargaison arrive jeudi. Assurez-vous que les hommes le sachent. Oui, monsieur. Le contremaître a soulevé son chapeau vers Clara en passant. Samuel Garrett s'est tourné et son regard l'a parcouru une fois. Rapide, évaluateur. Elle l'a ressenti comme une chose physique. Monsieur Garrett,
C'est exact. Je m'appelle Clara Thornton. J'ai entendu dire que vous cherchiez une femme. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la surprise peut-être, ou de l'inconfort. Il a retiré son chapeau, l'a tenu contre sa poitrine. Madame, j'apprécie votre franchise, mais ce n'est pas l'endroit pour... Je n'ai pas le temps pour les endroits appropriés, Monsieur Garrett. Clara s'est approchée, gardant la voix basse. J'ai une sœur qui sera ramenée de force chez un homme qui lui fait du mal, à moins que je ne puisse la mettre sous protection légale. Votre protection légale, si vous m'épousez. On m'a dit que vous aviez besoin d'une mère pour votre fille et de quelqu'un pour gérer votre maison. Je peux faire les deux. Je gère des foyers depuis que j'ai 14 ans. Je sais cuisiner, nettoyer, tenir les comptes et gérer les hommes difficiles. Elle a croisé son regard. Je ne demande pas l'amour, je demande un marché. Garrett la fixait. Pendant un long moment, il n'a pas parlé. Puis il a demandé, « Quel âge a votre sœur? » 17 ans. Et l'homme qui la veut? Notre oncle, Roland Whitmore. Il a de l'argent, des avocats et l'ordre d'un juge. La mâchoire de Garrett s'est serrée. Une ombre est passée sur son visage. Vous épouseriez un inconnu pour la protéger. Je ferais pire que ça. Un autre silence. Le cœur de Clara battait la chamade. Elle avait tout dévoilé et maintenant cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré tenait le destin de sa sœur entre ses mains. Finalement, Garrett a remis son chapeau. Ma fille s'appelle Lily. Elle a 6 ans. Sa mère est morte en la mettant au monde et je l'élève seule depuis. Elle est timide, effrayée par la plupart des gens. Si vous venez chez moi, vous la traiterez avec douceur. Vous n'élèverez pas la voix. Vous ne ferez pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Ses yeux se sont ancrés dans les siens. Pouvez-vous faire cela? Clara a pensé à Maggie à 6 ans, effrayée par la colère de leur père, se cachant derrière les jupes de Clara. Oui. Alors nous avons un accord, Mademoiselle Thornton. Il a tendu la main. J'aurai le prêtre prêt pour midi demain. Amenez votre sœur. Elle sera en sécurité. Clara a serré sa main. Sa poigne était ferme, cailleuse, chaude. Merci, a-t-elle chuchoté. Il a hoché la tête une fois. Ne me remerciez pas encore. Vous n'avez pas vu le ranch. Le mariage ne ressemblait en rien à ce que Clara avait imaginé, petite fille. Pas de robe blanche, pas de fleurs, pas de famille pleurant des larmes de joie sur les bancs. Juste Clara dans sa robe en calicot la plus propre, Maggie serrant sa main et Samuel Garrett se tenant raide comme un piquet devant l'autel. Le prêtre a lu les mots. Clara les a répétés. Sa voix n'a pas tremblé et elle en était fière. Je vous déclare maintenant mari et femme. C'était fait. Elle était Madame Samuel Garrett, une femme mariée protégée par la loi. Maggie était en sécurité. Clara a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine, juste un peu. La première respiration qu'elle prenait depuis des mois qui ne faisait pas mal. Puis les portes de l'église ont claqué violemment. Une femme se tenait à l'entrée. Elle était belle de la façon dont les choses chères sont belles. Une robe en soie couleur vin, des cheveux parfaitement épinglés, un visage arrangé dans une expression d'horreur polie. Samuel. La voix de la femme a résonné comme une cloche. S'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte de blague. L'expression de Garrett n'a pas changé, mais Clara a vu ses épaules se tendre. Victoria. Vous l'avez épousée? Victoria s'est avancée, ses jupes bruissant, ses yeux ont parcouru Clara, dédaigneux, cruel. Une blanchisseuse. C'est ce que tu as choisi pour Lily? Ce ne sont pas tes affaires. Lily est l'enfant de ma cousine. Cela fait d'elle mon affaire. Le regard de Victoria s'est braqué sur Clara. T'a-t-il parlé du domaine? Des 3 ranchs, des contrats ferroviaires? Un sourire froid? Ou t'a-t-il juste laissé croire qu'il était un pauvre veuf assez désespéré pour prendre n'importe qui passant la porte? L'estomac de Clara s'est noué. 3 ranchs, contrats ferroviaires, domaine. Elle a regardé Garrett. Sa mâchoire était serrée, ses yeux fixés sur Victoria. C'est assez, a-t-il dit calmement. Vraiment? Victoria a ri. Elle ne sait pas, n'est-ce pas? Elle n'a aucune idée de ce dans quoi elle vient de se marier. C'est parfait, absolument parfait. Elle s'est tournée vers Clara, son sourire s'aiguisant. Profite-en tant que tu peux, ma chère. La société va te dévorer toute crue. Et quand elle le fera, je serai là pour ramasser les morceaux. Lily rentrera avec moi, là où est sa place. Lily a sa place avec son père. La voix de Clara l'a surprise elle-même. Stable, dur. Et je me fiche des domaines ou des contrats ferroviaires. Je me soucie de garder ma famille en sécurité. Si vous avez un problème avec ça, madame,
Je vous suggère d'en parler à quelqu'un qui s'en soucie. L'église est devenue silencieuse. Le sourire de Victoria s'est figé. Pendant un instant, quelque chose de laid a vacillé dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou les premiers signes d'une haine véritable. Nous verrons, a-t-elle dit doucement. Nous verrons combien de temps ce feu durera. Elle s'est tournée et est sortie. Ses talons claquaient contre le plancher en bois comme des coupes de feu. Maggie a laissé échapper un souffle. Clara, pas maintenant. Clara s'est tournée vers Garrett. Son cœur battait la chamade, mais elle a gardé une voix égale. 3 ranchs. Il a croisé son regard. 4, en fait, et une exploitation forestière. Vous m'avez laissé croire que vous étiez un simple éleveur. Je suis un éleveur. Le reste n'est que complication. Clara le fixait. Cet homme qu'elle venait d'épouser. Cet inconnu qui avait caché une fortune derrière des mains usées par le travail et un simple manteau de laine. Qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit d'autre? Garrett est resté silencieux un moment. Puis il a dit, plein de choses. Mais je vais vous dire ceci, Madame Garrett. Je ne l'ai pas caché pour vous tromper. Je l'ai caché parce que je voulais quelqu'un qui épouserait l'homme, pas l'argent. Ses yeux cherchaient les siens. J'imagine que vous comprenez quelque chose à ce sujet. Clara comprenait. Que Dieu lui vienne en aide, elle comprenait. Bien, a-t-elle dit. Mais plus de surprise. Si nous faisons cela, nous le faisons honnêtement. C'est juste. Il lui a offert son bras. Après un moment, Clara l'a pris. Ils sont sortis de l'église ensemble, sous le soleil éclatant du Wyoming. Et Clara a essayé de ne pas penser au fait que toute sa vie venait de changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas commencer à comprendre. Le trajet jusqu'au ranch a pris 3 heures. Garrett conduisait le chariot lui-même. Maggie était assise à l'arrière avec sa seule malle d'affaires, tandis que Clara était assise à côté de son nouveau mari, regardant le paysage défiler. Le Wyoming ne ressemblait en rien au Kansas. L'herbe ici était plus verte, les montagnes s'élevaient au loin comme des géants endormis, des fleurs sauvages parsemaient les prairies, violettes, jaunes et blanches. Et l'air sentait le propre, vif, vivant. Clara voulait poser des questions sur les ranchs, sur Victoria, sur la raison pour laquelle un homme riche vivrait comme un simple ouvrier et chercherait une femme par l'intermédiaire de son contremaître. Mais Garrett a parlé le premier. Lily ne sait pas que vous venez. Clara s'est tournée. Quoi? Je voulais attendre. M'assurer que les choses s'arrangeraient. Il gardait les yeux sur les chevaux. Elle a vu des gens aller et venir. Des gouvernantes surtout. Elle ne reste jamais. Elle a appris à ne pas s'attacher. La poitrine de Clara s'est serrée. Depuis combien de temps sa mère est-elle morte? 6 ans. Lily ne l'a jamais connue. Une pause. Elle pose des questions sur elle parfois. Je ne sais jamais quoi dire. Clara a réfléchi à cela. Une petite fille grandissant sans mère, avec un père qui ne trouvait pas les mots pour expliquer la mort, la perte et l'injustice de tout cela. Je ne la quitterai pas, a dit Clara doucement. Quoi qu'il arrive entre nous, je ne quitterai pas cet enfant. Garrett l'a regardé, vraiment regardé. Quelque chose a changé dans son expression. Pas exactement de la chaleur, mais quelque chose de proche. Je vous crois, a-t-il dit. Ils ont franchi une colline et Clara l'a vu. Le ranch s'étendait à travers la vallée comme quelque chose sorti d'un tableau. Pas une ferme de pauvres, un véritable domaine. La maison principale était massive, construite en bois et en pierre, avec un large porche qui l'entourait sur 3 côtés. Au-delà se dressaient des granges, des écuries, des dortoirs et des pâturages clôturés où le bétail broutait dans la chaleur de l'été. Clara a cessé de respirer. « C'est votre maison? » « Notre maison, a corrigé Garrett. La vôtre maintenant aussi. Maggie s'est penchée depuis l'arrière du chariot. Clara, c'est... Je sais. L'esprit de Clara s'emballait. Elle s'était préparée à un travail dur, à l'isolement, à une petite cabane où elle cuisinerait et nettoierait pour gagner sa vie. Au lieu de cela, elle regardait plus de richesses qu'elle n'en avait jamais imaginé. Et elle s'y était mariée, portant une robe rapiécée et des bottes d'occasion. « Les ouvriers savent que vous venez, a dit Garrett. Je l'ai dit à Hank, mon contremaître, hier. Il aura passé le mot. Qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Que j'avais trouvé une femme, qu'elle devait être traitée avec respect. Sa voix s'est légèrement durcie. Quiconque ne le fera pas aura affaire à moi. Clara a hoché la tête lentement. Elle avait eu affaire à des hommes qui ne respectaient pas les femmes.
Elle pouvait gérer des ouvriers de ranch. C'était Victoria Ashworth qui l'inquiétait. Ils se sont arrêtés devant la maison principale et Clara est descendue avant que Garrett ne puisse l'aider. Elle avait besoin de se tenir sur ses propres pieds, besoin de sentir le sol solide sous elle. La porte d'entrée s'est ouverte. Un petit visage est apparu dans l'entrebâillement. Cheveux blonds, yeux gris, peau pâle. L'enfant regardait Clara comme si elle était un animal sauvage qui pourrait mordre. Garrett s'est accroupi, sa voix devenant douce d'une manière que Clara n'avait pas encore entendue. « Lily, viens se dire bonjour. » La fille n'a pas bougé. Le cœur de Clara s'est serré. Elle reconnaissait ce regard, la méfiance d'un enfant qui avait appris que les nouvelles personnes signifiaient une nouvelle douleur. Lentement, Clara s'est agenouillée aussi. Elle ne s'est pas approchée, n'a pas tendu la main, est juste restée où elle était, se faisant petite, non menaçante. « Bonjour Lily, je m'appelle Clara. Je ne vais pas te faire de mal. Je ne vais pas t'obliger à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire. » Elle a gardé sa voix douce, stable. « Je sais que tu ne me connais pas encore. C'est d'accord. Nous pouvons prendre notre temps. » Les yeux de Lily ont filé vers son père, puis sont revenus sur Clara. « Vas-tu être ma nouvelle maman? » La question a frappé Clara comme un coup physique. Elle a entendu la respiration saccadée de Maggie derrière elle. « Je vais être la femme de ton père, » a dit Clara avec précaution. « Ce que cela signifie pour toi et moi, c'est quelque chose que nous découvrirons ensemble. Pas de précipitation, pas de pression. Juste toi et moi apprenant à nous connaître. Qu'est-ce que tu en dis? » Lily a réfléchi à cela. Son petit visage était sérieux, pensif. « D'accord, a-t-elle dit finalement. Mais je n'aime pas les câlins des inconnus. Alors je ne te ferai pas de câlin tant que tu ne me le demanderas pas. » Quelque chose a vacillé dans l'expression de Lily. Pas tout à fait de la confiance, mais peut-être le premier pas vers elle. « Marché conclu, » a dit la petite fille. Clara a souri. C'était le premier vrai sourire qu'elle ressentait depuis des mois. Marché conclu. Cette nuit-là, Clara se tenait sur le porche de sa nouvelle maison, regardant les étoiles apparaître une à une au-dessus de la vallée. À l'intérieur, Maggie s'installait dans une chambre 3 fois plus grande que celle qu'elles avaient partagée à la pension. Lily était allée se coucher après un souper silencieux, observant Clara tout le temps avec ses yeux gris prudents. Garrett s'était retiré dans son bureau, laissant Clara seule avec ses pensées. Elle était une femme mariée maintenant, maîtresse d'un domaine dont elle ignorait l'existence il y a 12 heures. Responsable d'un enfant qui n'avait jamais eu de mère et d'une sœur qui avait failli être ramenée en enfer. Et quelque part dehors, Victoria Ashworth planifiait Dieu sait quoi. Clara a serré la rambarde du porche. Elle était venue ici pour survivre, pour protéger Maggie, pour trouver la sécurité dans un arrangement pratique et sans amour. Mais debout d'ici, regardant les montagnes s'élever sombres contre les étoiles, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'attendait pas. De l'espoir. Pas pour l'amour. Elle n'était pas assez folle pour ça. Mais pour quelque chose, une vie qui signifiait plus que la survie. Un endroit où elle pourrait construire au lieu de simplement endurer. La porte s'est ouverte derrière elle. Madame Garrett, elle s'est tournée. Garrett se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage à moitié dans l'ombre de la lampe. Juste Clara, c'est très bien. Il a hoché la tête, a fait un pas sur le porche. Pendant un moment, ils se sont tenus côte à côte en silence, 2 étrangers liés par la loi et les circonstances. « Vous vous êtes bien débrouillé avec Lily, » a-t-il dit finalement. « Mieux que quiconque. Elle a peur. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la pousse. Elle a besoin de quelqu'un de patient. Et vous êtes patiente. » Clara a pensé aux années qu'elle avait passées à élever ses frères et sœurs, aux nuits où elle était restée éveillée pour qu'ils n'aient pas à entendre les colères de leur père, aux fois où elle avait eu faim pour qu'ils puissent manger, quand c'est important. Garrett était silencieux. Puis il a dit, « Victoria reviendra. Elle a des relations, des politiciens, des avocats, des gens qui doivent des faveurs à sa famille. Elle essaiera de faire contester notre mariage. Essaiera de prouver que vous êtes inapte. Qu'elle essaie. Ce ne sera pas facile. » Clara s'est tournée pour lui faire face. Dans l'obscurité, ses yeux étaient illisibles. « Monsieur Garrett, Samuel, j'ai survécu à des choses qui briseraient la plupart des gens. Je me bats pour ma famille tous les jours depuis que j'ai 14 ans. Victoria Ashworth dans sa robe de soie et ses relations chic ne me fait pas peur. » Elle a soutenu son regard. « La seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est si vous serez à mes côtés quand le combat arrivera. »
Une longue pause. Le vent agitait l'herbe, portant l'odeur de l'été et des fleurs sauvages. Je serai à vos côtés, a-t-il dit. Vous avez ma parole. Alors tout ira bien. Elle s'est retournée vers les étoiles. Après un moment, elle l'a senti se rapprocher, sans la toucher, mais présent. Une chaleur solide à son épaule. Ils sont restés comme ça jusqu'à ce que la lune se lève sur les montagnes. Deux personnes qui avaient fait un marché qu'aucun des deux ne comprenait vraiment, face à un avenir qu'aucun des deux ne pouvait prédire. Quelque part dans la maison, Lily a crié dans son sommeil. Clara a bougé sans réfléchir. Elle a franchi la porte avant que Garrett ne puisse réagir, suivant le son, ses pieds la portant vers une enfant qui n'était pas la sienne, mais qui ressemblait déjà à une responsabilité. Derrière elle, Garrett la regardait partir. Et pour la première fois depuis la mort de sa femme, il s'est demandé s'il avait enfin trouvé quelqu'un digne de confiance. Clara a trouvé Lily ammêlée dans ses draps, gémissant, ses petites mains agrippant le tissu comme si sa vie en dépendait. Non, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Clara s'est agenouillée près du lit. Elle n'a pas touché l'enfant, se souvenant de leur accord. Au lieu de cela, elle a commencé à fredonner doucement, la même mélodie que sa mère chantait avant que la fièvre ne l'emporte. Le son a rempli la pièce sombre comme une couverture chaude. La respiration de Lily a ralenti. Sa prise s'est relâchée. Après un long moment, ses yeux se sont ouverts. « Clara, je suis là. J'ai fait un mauvais rêve. » La voix de Lily était minuscule, fragile. Maman s'en allait. Je l'appelais, mais elle ne se retournait pas. La gorge de Clara s'est serrée. Les rêves peuvent me sembler si réels parfois. Mais tu es en sécurité maintenant. Tu es réveillée. Tu resteras juste jusqu'à ce que je m'endorme. Clara a hésité. Puis elle s'est assise au bord du lit, prenant soin de garder de l'espace entre elles. Je resterai. Les yeux de Lily se sont fermés. En quelques minutes, sa respiration s'est approfondie dans le sommeil. Clara l'a regardée longtemps, cette petite étrangère qui avait déjà commencé à réclamer des morceaux de son cœur. Quand elle s'est finalement levée pour partir, Garrett était dans l'embrasure de la porte. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» a chuchoté Clara. « Assez longtemps. » Sa voix était rauque. Elle n'a laissé personne la réconforter depuis longtemps. Clara est passée devant lui dans le couloir. « C'est juste une enfant qui a besoin que quelqu'un soit là. Ce n'est pas compliqué. Ça l'est pour elle. » Il se tenait dans le couloir sombre, la lumière de la lampe projetant de longues ombres. Garrett regardait Clara comme s'il essayait de résoudre un puzzle qu'il ne comprenait pas tout à fait. « Dormez un peu, Clara. Demain ne sera pas facile. »« Pourquoi? Les ouvriers doivent vous rencontrer officiellement. » Il a fait une pause, et Hank Morrison n'accorde pas sa confiance facilement. Clara a failli rire. Un homme qui n'accorde pas sa confiance facilement. Imaginez ça. Quelque chose a vacillé sur le visage de Garrett. C'était peut-être de l'amusement. « Bonne nuit, Madame Garrett. Bonne nuit, Samuel. » Elle a marché vers sa chambre, celle en face de la sienne. Chambre séparée, un arrangement pratique, tout comme il l'avait convenu. Clara a fermé la porte et s'est appuyée contre elle, son cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Dans quoi s'était-elle embarquée? Le matin est arrivé vite et chaud. Clara était levée avant l'aube, une habitude gravée profondément par des années de travail. Elle a trouvé la cuisine vide et a lancé le café sans réfléchir, effectuant les gestes comme elle l'avait fait 1000 fois. Maggie est apparue dans l'embrasure de la porte, encore à moitié endormie. « Tu es déjà levée? Je n'ai pas pu beaucoup dormir. » Clara a versé 2 tasses. « Comment est ta chambre? » « C'est plus grand que tout notre appartement au Kansas. » Maggie a enroulé ses mains autour de la tasse chaude. « Clara, cet endroit, c'est comme quelque chose sorti d'un livre de contes. Les livres de contes ont aussi des méchants. Tu te souviens? » Le visage de Maggie est devenu sérieux. « Tu veux dire cette femme, Victoria? » « Je veux dire quiconque pense pouvoir prendre ce que nous avons construit. Nous restons vigilantes, Maggie. Nous restons prêtes. Des pas dans l'escalier. » Garrett est apparu, habillé pour le travail, son chapeau déjà à la main. « Vous êtes levé tôt, vieille habitude. » Clara lui a tendu une tasse de café. Il a semblé surpris, mais l'a prise. « Les ouvriers se rassemblent à 7 heures. Je vous présenterai à ce moment-là. »« Je serai prête. » Il a hoché la tête une fois et s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Clara. « Oui, merci pour la nuit dernière avec Lily. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti. Maggie a haussé un sourcil.
Cet homme utilise les mots comme s'ils coûtaient de l'argent. Alors nous devrons lui apprendre à en dépenser un peu. Le dortoir se trouvait à 200 mètres de la maison principale. Clara y est allée seule malgré les protestations de Maggie. Elle avait besoin de faire cela elle-même. 15 hommes attendaient. Ils allaient du jeune au vieux, leurs visages montrant des années de soleil et de dur labeur. Quelques-uns ont soulevé leur chapeau. La plupart se contentaient de fixer. Un homme s'est avancé. Il avait peut-être 50 ans, bâti comme un tonneau avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans du vieux cuir. Ses yeux étaient vifs, calculateurs. Madame Garrett, je suis Hank Morrison, contremaître. Monsieur Morrison. Clara a tendu la main. Il l'a regardée un moment, puis l'a serrée. Sa poigne était forte, un test. Le patron dit que vous devez être traité avec respect. C'est exact. Le respect se gagne ici, madame. Il ne se donne pas. Clara a croisé son regard sans sourciller. Alors je le gagnerai, comme n'importe qui d'autre. Un murmure a parcouru les hommes. L'expression de Hank n'a pas changé. Vous connaissez quelque chose à l'élevage? Je connais le bétail. Je connais les chevaux. Je peux tenir les comptes mieux que n'importe quel homme ici. Et je peux repérer un tricheur à 1 kilomètre. Clara a gardé sa voix stable. Je ne suis pas ici pour vous dire comment faire votre travail. Je suis ici pour m'assurer que cette opération se déroule sans accroc. Si vous avez un problème avec ça, dites-le maintenant. Silence, puis un homme plus jeune près du fond a pris la parole. Et si notre problème est que le patron épouse une inconnue du jour au lendemain? Clara s'est tournée pour lui faire face. Il avait peut-être 25 ans, beau garçon d'une manière brute avec l'attitude arrogante de quelqu'un qui n'a jamais été frappé assez fort. Votre nom? Pete Dawson. Eh bien, Pete Dawson, ce que fait le patron le regarde. Ce que vous faites me regarde si cela affecte ce ranch. Elle a fait un pas de plus. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Travaillez-vous dur? Méritez-vous votre salaire? Causez-vous des problèmes? La mâchoire de Pete s'est serrée. Je travaille le plus dur que n'importe qui ici. Alors nous n'aurons pas de problème, n'est-ce pas? Le moment s'est étiré. Les yeux de Pete ont filé vers Hank, cherchant du soutien. Le visage du contremaître ne révélait rien. Finalement, Pete a baissé les yeux. Non, madame, bien. Clara s'est adressée au groupe. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je suis ici parce que M. Garrett avait besoin d'une femme et j'avais besoin d'un foyer. C'est le marché. Vous faites votre travail, je ferai le mien et nous nous entendrons tous très bien. Des questions? Personne n'a parlé. Alors mettons-nous au travail. Elle s'est éloignée sans se retourner. Ses mains tremblaient, mais elle les gardait le long de son corps où personne ne pouvait les voir. Derrière elle, elle a entendu la voix de Hank Morrison. Vous avez entendu la dame? Bouger. Clara s'est permis un petit sourire. Une bataille à gagner. Dieu savait combien il en restait. La première semaine est passée dans un flou de travail et d'observation. Clara a appris les rythmes du ranch. Petit déjeuner à 5h30. Les hommes partaient à cheval à 6h. Garrett passait la plupart des journées en selle, vérifiant les clôtures, comptant le bétail, résolvant les problèmes qui surgissaient comme des mauvaises herbes après la pluie. Elle a appris d'autres choses aussi. Le cuisinier, un homme grisonnant nommé Emmett, était avec la famille de Garrett depuis 30 ans. Le ranch avait failli couler 2 fois avant que Garrett ne le reconstruise, et Victoria Ashworth tournait autour comme un vautour depuis la naissance de Lily. Elle a essayé de prendre l'enfant une fois, a dit Emmett à Clara pendant qu'elle l'aidait à préparer le dîner, juste après la mort de Madame Garrett. Elle a dit qu'un bébé avait besoin des soins d'une femme, était maïs et que Samuel ne pouvait pas les fournir. Que s'est-il passé? Le patron a menacé de brûler la maison de sa famille si elle s'approchait à nouveau de Lily. Emmett a ri sombrement. Elle l'a cru. Femme intelligente. Clara a classé cette information. Lily restait prudente mais curieuse. Elle apparaissait à des moments étranges, observant Clara depuis les portes, battant en retraite si Clara la regardait directement. C'était comme essayer d'apprivoiser un cerf sauvage. Le 5e jour, Lily a parlé la première. Sais-tu faire des tresses? Clara raccommodait une chemise déchirée. Elle a levé les yeux avec précaution, gardant ses mouvements lents. Oui, ma sœur a des cheveux comme les tiens. Je les tressais tous les matins. Lily a touché ses propres boucles blondes emmêlées. Papa essaie, mais il n'est pas très doué. Voudrais-tu que j'essaye? Une longue pause. Puis Lily a hoché la tête. Elle s'est assise sur un tabouret pendant que Clara démêlait les nœuds, douce et patiente. Aucune d'elles ne parlait.
Le silence ressemblait à un cadeau, fragile et précieux. Quand Clara a fini, Lily a couru vers le miroir. Son visage s'est illuminé. C'est joli. Tu es jolie. La tresse ne fait que le montrer. Lily s'est tournée. Pour la première fois, elle a souri à Clara. Vraiment souri. Merci. Le cœur de Clara s'est ouvert un peu plus. Quand tu veux, ma chérie. La lettre est arrivée un mardi. Clara était dans le bureau en train d'examiner les comptes que Garrett lui avait demandé de vérifier. Les chiffres étaient une bourse meilleure que bons. Le ranch était rentable, bien géré, construit pour durer. Puis Maggie a fait irruption, le visage pâle. Clara, c'est arrivé pour toi. L'enveloppe était chère, l'écriture élégante. L'estomac de Clara s'est noué avant même qu'elle ne l'ouvre. Madame Garrett, votre présence est requise à la réunion de la Société des femmes de Cedar Crossing ce samedi. Nous sommes très impatients d'accueillir la nouvelle épouse de M. Garrett dans notre communauté. Cordialement, Madame Victoria Ashworth, présidente. Clara l'a lu 2 fois. C'est un piège, a dit Maggie. Ça doit l'être. Bien sûr que c'est un piège. Clara a plié la lettre soigneusement. La question est de savoir si je tombe dedans ou si je la laisse penser que j'ai peur. As-tu peur? Clara a pensé aux yeux froids de Victoria dans l'église, à la promesse de destruction dans son sourire. Terrifiée, a-t-elle admis. Mais les gens effrayés peuvent encore se battre. Ce sont les lâches qui fuient. La porte du bureau s'est ouverte. Garrett se tenait là, poussiéreux d'avoir monté à cheval, le visage illisible. J'ai entendu dire qu'un des ouvriers a apporté un message. Victoria a été occupée. Il est entré, fermant la porte derrière lui. Elle a invité la femme du gouverneur, les femmes de 2 juges territoriaux, tous ceux qui comptent, pour me regarder échouer, pour vous mettre en procès. Garrett s'est approché. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si je n'y vais pas, elle gagne. Elle dira que j'ai honte, que je suis indigné, que je me cache. Clara a secoué la tête. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Clara, la voix de Garrett était étrange. Rogue, ces femmes, elles peuvent être cruelles. Elles ont détruit des gens pour moins que d'être une blanchisseuse qui s'est mariée au-dessus de sa condition. Alors je leur montrerai que je ne suis pas facile à détruire. Il a étudié son visage un long moment. Quoi qu'il ait vu là, cela a fait changer quelque chose dans son expression. Je ferai envoyer une robe de Denver, la plus belle qu'ils aient. Samuel, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous êtes ma femme. Quand vous entrerez dans cette pièce, vous entrerez en tant que Madame Samuel Garrett. Elles ne vous regarderont pas de haut à cause de ce que vous portez. Sa mâchoire s'est serrée. Qu'elles trouvent d'autres raisons si elles le doivent, mais pas qu'elle-là, jamais celle-là. Clara ne savait pas quoi dire. Cet étranger pratique qu'elle avait épousé continuait de la surprendre d'une manière qu'elle ne pouvait prédire. Merci. Il a hoché la tête une fois. Je serai là aussi. Quoi qu'il arrive, vous ne l'affronterez pas seul. Il est parti avant qu'elle ne puisse répondre. Maggie a laissé échapper un souffle. Clara, je pense qu'il tient peut-être vraiment à toi. Il tient à sa réputation. En es-tu sûre? Clara n'était plus sûre de rien. La robe est arrivée vendredi soir. Clara a ouvert la boîte dans sa chambre, Maggie regardant par-dessus son épaule. Le tissu était vert foncé, la couleur des forêts de pin, bordé de dentelle ivoire. C'était élégant sans être voyant, cher sans être criard. Oh, Clara, la voix de Maggie était feutrée. C'est magnifique. Clara a touché le tissu, doux comme un murmure. Elle n'avait jamais rien possédé de tel. Une note reposait au fond de la boîte. La couleur correspond à vos yeux. S. Son cœur a fait quelque chose d'étrange, quelque chose qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Il a remarqué la couleur de tes yeux, a dit Maggie doucement. C'est juste une robe. Vraiment? Clara a plié la note et l'a rangée. Aide-moi à l'essayer. Samedi matin est arrivé trop vite. Clara se tenait devant le miroir, se reconnaissant à peine. La robe lui allait parfaitement, épousant sa silhouette d'une manière qui la rendait confiante plutôt que désespérée. Maggie avait épinglé ses cheveux dans le style qu'elle avait vu dans les magazines, sophistiqué, propre. Elle avait l'air d'être à sa place. Elle ne se sentait pas à sa place. « Tu es belle. » Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Clara s'est tournée. « Merci, ma chérie. Vas-tu à une fête? Quelque chose comme ça. Je peux venir? » Clara s'est agenouillée, prenant soin de ne pas froisser la robe. « Pas cette fois, mais quand je reviendrai, je te raconterai tout. » Marché conclu? Lily a réfléchi à cela.
Y aura-t-il du gâteau? Probablement, rapportement. Clara a souri. J'essaierai. Garrett attendait près du chariot, vêtu d'un costume que Clara n'avait jamais vu auparavant. Il avait l'air mal à l'aise dedans, comme un animal sauvage forcé dans une cage. Mais quand il l'a vu, il s'est figé. Clara, quelque chose ne va pas? Non. Il s'est raclé la gorge. Vous avez l'air approprié. Maggie a reniflé. Clara lui a lancé un regard. Merci, Samuel. Vous avez l'air approprié aussi. Était-ce un sourire? Il a disparu trop vite pour le dire. Allons-y. Mieux vaut ne pas être en retard. La Société des femmes se réunissait à l'hôtel de Cedar Crossing, un bâtiment qui essayait fort de ressembler à ceux de l'Est et y réussissait presque. Clara a franchi la porte la tête haute et l'estomac noué. Victoria Ashworth se tenait au centre de la pièce, entourée de femmes en robes coûteuses. Elle s'est tournée quand Clara est entrée et son sourire était du pur poison. Madame Garrett, comme c'est charmant de votre part d'être venue. Madame Ashworth, merci pour l'invitation. La pièce est devenue silencieuse, 20 paires d'yeux fixés sur Clara, mesurant, jugeant. Victoria a fait un geste gracieux. Mesdames, puis-je vous présenter Madame Samuel Garrett, anciennement Mademoiselle Clara Thornton du Kansas, n'est-ce pas? C'est exact. Comme c'est charmant. Et que faisait votre famille au Kansas, Madame Garrett? Le piège était évident. Clara a marché droit dedans. Mon père était fermier. Il est mort quand j'avais 14 ans. J'ai travaillé comme blanchisseuse, cuisinière et comptable depuis lors. Elle a gardé sa voix stable. Je n'ai pas honte d'où je viens, Madame Ashworth. Le travail honnête n'est pas une chose dont on doit avoir honte. Des murmures ont parcouru la pièce. Le sourire de Victoria s'est crispé, comme c'est admirable. Mais vous comprenez sûrement que gérer un foyer de l'envergure de M. Garrett exige certains raffinements. Comme, par exemple, parlez-vous français? Jouez-vous du piano? Savez-vous quelle fourchette utiliser lors d'un dîner formel? Je parle assez bien anglais pour conclure une affaire. Je peux jouer des hymnes si l'occasion l'exige. Et je sais que la nourriture compte plus que la fourchette. Clara a souri doucement. Mais je suis toujours prête à apprendre. Peut-être pourriez-vous m'enseigner, Madame Ashworth. Vous semblez si bien informée sur la fourchette à utiliser. Quelqu'un a ri, rapidement étouffé. Les yeux de Victoria ont brillé de colère avant de revenir à la politesse. Peut-être le pourrais-je, bien que certaines choses ne s'enseignent pas. L'éducation, par exemple. Vous avez raison. La voix de Clara s'est durcie juste un peu. La gentillesse ne s'enseigne pas non plus. Certaines personnes naissent simplement sans. La pièce a retenu son souffle. Une femme plus âgée près de la fenêtre a pris la parole. Sa voix était pathétiquement sans militaire net autoritaire. Je l'aime bien. Victoria s'est tournée brusquement. Madame Crawford, Oh, tais-toi, Victoria. Tu essaies de marier Samuel Garrett avec toutes les débutantes insipides d'ici à San Francisco depuis des années. Il a finalement choisi quelqu'un avec du caractère. Et tu es contrarié que ce ne soit pas ton choix. Madame Crawford s'est approchée de Clara, ses yeux perspicaces. Je suis Eleanor Crawford. Mon mari possède la banque. Dites-moi, Madame Garrett, jouez-vous aux cartes? Au poker surtout. Madame Crawford a ri, un son authentique qui a coupé l'attention. Merveilleux. Nous devons jouer un de ces jours. J'aime tellement prendre de l'argent aux gens qui me sous-estiment. Clara a senti quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Une alliée. Elle ne s'attendait pas à ça. Victoria a récupéré rapidement. Comme c'est délicieux. Mais nous devrions sûrement discuter de sujets plus importants. La société d'aide à l'enfance, par exemple. Ses yeux ont brillé. Madame Garrett, êtes-vous au courant qu'il y a des inquiétudes concernant le bien-être de la jeune Lily? Le sang de Clara s'est glacé. Quel genre d'inquiétude? Une enfant élevée sans mère dans un endroit aussi isolé, avec seulement son père et des ouvrières de ranch pour compagnie. Certains pourraient dire que c'est un environnement inapproprié. Certains pourraient avoir tort, peut-être. Mais les autorités territoriales prennent ces questions au sérieux. Le sourire de Victoria s'est aiguisé. Si une plainte formelle était déposée, elle serait obligée d'enquêter. La menace flottait dans l'air comme de la fumée. Clara s'est approchée de Victoria, assez près pour voir le calcul dans ses yeux. Laissez-moi être très clair, Madame Ashworth. La voix de Clara était basse, stable, dangereuse. Lily est heureuse. Lily est en sécurité. Lily est aimée. Si vous menacez ma famille, je répondrai.
Et je ne me bats pas avec des goûters et des plaintes formelles. Je me bats pour gagner. Est-ce une menace? C'est une promesse. Elles se sont fixées. La pièce était silencieuse comme une tombe. Finalement, Victoria a ri légère, dédaigneuse. Eh bien, n'êtes-vous pas féroce? Mesdames, prendrons-nous quelques rafraîchissements? Le moment est passé, mais les lignes de bataille avaient été tracées. Clara est restée une autre heure, faisant de la conversation poliment, acceptant la carte de Madame Crawford, endurant les regards en coin et les commentaires chuchotés. Quand ils sont finalement partis, elle tremblait. Garrett l'a aidé à monter dans le chariot, sa main chaude sur son coude. « Vous avez tenu bon. » Elle a menacé Lily. J'ai entendu. Clara l'a regardé. « Je ne la laisserai pas prendre cet enfant, Samuel. Je me fiche de ce que je dois faire. » Quelque chose de féroce brûlait dans ses yeux. Moi non plus. Ils sont rentrés en silence, mais quelque chose avait changé entre eux. Un ennemi commun, un but commun. Ce n'était pas de l'amour. Clara ne savait pas si cela le serait un jour, mais c'était quelque chose. Les ennuis sont arrivés plus vite que Clara ne l'avait prévu. 3 jours après la réunion de la Société des femmes, un homme est arrivé au ranch dans un nuage de poussière. Il portait un costume et une sacoche en cuir, et son visage était pincé par l'importance qu'il se donnait. « Je cherche M. Samuel Garrett. » Garrett est sorti de la grange, essuyant ses mains sur un chiffon. « C'est moi. » Theodore Mullins, avocat. L'homme est descendu de cheval, sortant des papiers de sa sacoche. « Je représente Madame Victoria Ashworth dans l'affaire de la garde de Lily Marie Garrett. » Clara a senti le sol se dérober sous ses pieds. « De quoi parlez-vous? » La voix de Garrett était plate, dangereuse. « Madame Ashworth demande la garde de votre fille, citant des conditions de vie inappropriées et des inquiétudes concernant le bien-être de l'enfant. » Mullins a tendu les papiers. « Vous êtes par la présente ordonné de comparaître devant le juge Henderson dans 2 semaines. » Garrett n'a pas pris les papiers. « Sortez de mes terres. »« Monsieur Garrett, je suis simplement... » J'ai dit, « Sortez de mes terres. » Garrett s'est avancé, tout son corps irradiant la fureur. « Et vous pouvez dire à Victoria Ashworth que si elle veut ma fille, elle devra passer sur mon corps, sur celui de ma femme, sur celui de chaque ouvrier de ce ranch. Elle ne prendra pas cet enfant. Pas tant que je respirerai. » Mullins a pâli. Il a laissé tomber les papiers dans la poussière et est remonté précipitamment sur son cheval. « La loi est la loi, Monsieur Garrett. 2 semaines. » Il est parti au galop. Clara s'est penchée et a ramassé les papiers, les parcourant rapidement. Langage juridique, pétition formelle, accusation de négligence et d'isolement. Ses mains tremblaient de rage. Samuel. Il s'est tourné, son visage était pâle sous sa peau brunie par le soleil. Elle va essayer de prendre Lily. Je sais, nous ne la laisserons pas faire. Comment? Sa voix s'est brisée. Elle a des avocats, des juges, de l'argent. Qu'avons-nous? Clara a réfléchi un instant, puis elle l'a regardé, le feu dans les yeux. Nous avons la vérité. Nous avons des témoins. Et nous avons 2 semaines pour monter un dossier si solide que même Victoria Ashworth ne pourra pas le détruire. Elle a saisi son bras. Vous m'avez fait assez confiance pour m'épouser, Samuel. Faites-moi confiance maintenant. Nous pouvons gagner, mais seulement si nous nous battons ensemble. Il la fixait, cherchant quelque chose. De l'espoir, peut-être, ou de la conviction. Quoi qu'il ait trouvé, c'était suffisant. Ensemble, a-t-il dit. Clara a hoché la tête. Alors, mettons-nous au travail. Le lendemain matin, Clara était levée avant le soleil. Elle était assise à la table de la cuisine avec les papiers de garde étalés devant elle, lisant chaque mot jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Maggie l'a trouvée là 2 heures et plus tard. « As-tu dormi un peu? » « Le sommeil ne sauvera pas Lily. » Clara a pointé un paragraphe. « Regarde ça. » Victoria prétend que Samuel est émotionnellement indisponible et que Lily montre des signes de négligence. Elle a une déclaration d'un médecin. Quel médecin? Dr. Bernard Wells, Boston. La mâchoire de Clara s'est serrée. Il n'a jamais rencontré Lily, jamais mis les pieds dans le Wyoming. Mais sa signature est juste là. Maggie s'est penchée par-dessus son épaule. Peut-elle faire ça? Juste inventer des choses. Elle peut si personne ne le conteste. Clara s'est levée en faisant les 100 pas. Nous avons besoin de notre propre médecin, quelqu'un de local, quelqu'un qui peut examiner Lily et témoigner qu'elle est en bonne santé, heureuse, soignée. Il y a le docteur Harrison en ville. Est-il honnête? Maggie a hésité.
Il boit, mais quand il est sobre, il est bon. D'accord. Alors nous devons l'attraper sobre. Garrett est apparu dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air de ne pas avoir dormi non plus. Je vais en ville à cheval. J'ai un ami avocat à Cheyenne qui me doit une faveur. Bien. Clara a attrapé son châle. Je viens avec vous. Clara, je ne vais pas rester assise ici à attendre. Samuel, Lily est ma fille maintenant aussi, légalement. Cela signifie que j'ai ma place dans ce combat. Elle a croisé son regard. Vous avez dit que nous faisions cela ensemble. Le pensiez-vous? Quelque chose a changé dans son expression. Du respect peut-être, ou de la reconnaissance. Je le pensais. Alors allons-y. Cedar Crossing était à 20 miles à l'est. Ils l'ont fait en moins de 3 heures, poussant les chevaux plus fort que d'habitude. Aucun d'eux ne parlait beaucoup, mais le silence n'était pas inconfortable. C'était le silence de 2 personnes conservant leur énergie pour la bataille à venir. Le bureau du Dr. Harrison se trouvait au-dessus du magasin général. Clara a monté les escaliers tandis que Garrett allait envoyer un télégramme à son avocat. Le médecin était sobre, à peine. Madame Garrett, il s'est levé de son bureau encombré, surpris. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai besoin de votre aide. Clara n'a pas perdu de temps, impolitesse. Victoria Ashworth essaie de prendre ma belle-fille. Elle a un médecin de Boston qui prétend que Lily est négligée. J'ai besoin que vous l'examiniez et que vous disiez la vérité. Le visage de Harrison est devenu pâle. Madame Ashworth Elle a des amis puissants. Je sais, si je témoigne contre ses intérêts, elle pourrait me ruiner. S'assurer que personne dans le territoire ne vienne à mon cabinet. Clara s'est approchée. Dr. Harrison, je comprends de la peur. J'ai vécu avec toute ma vie. Mais cette petite fille n'a rien fait de mal. Elle a 6 ans et une femme qui ne l'aime pas veut l'utiliser comme une arme. Sa voix s'est durcie. Vous pouvez soit faire partie de la solution, soit faire partie du problème. Qu'est-ce que ce sera? Harrison l'a fixé un long moment, un moment. Ses mains tremblaient légèrement. Ma femme est morte il y a 3 ans. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Il a dégluti difficilement. Je me suis toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un menaçait un enfant auquel je tenais. Maintenant, vous savez. Une autre pause. Puis Harrison a hoché la tête. Amenez-moi Lily demain. Je ferai un examen complet. Je rédigerai tout correctement. Il a croisé le regard de Clara. Et je témoignerai, quoi qu'il en coûte. Clara a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Merci. Ne me remerciez pas encore. Victoria Ashworth ne perd pas avec grâce. Moi non plus. Garrett attendait dehors, le visage sombre. Télégramme envoyé. James Monroe, le meilleur avocat du territoire. Il sera là dans 4 jours. Bien. Le Dr. Harrison a accepté d'examiner Lily et de témoigner. Les sourcils de Garrett se sont levés. Comment avez-vous réussi ça? J'ai demandé gentiment. Ce presque sourire a vacillé sur son visage à nouveau. Rappelez-moi de ne jamais vous contrarier, Madame Garrett. Vous ne pourriez pas vous le permettre. Ils retournaient vers le chariot quand une voix les a arrêtés net. Samuel. Victoria Ashworth se tenait sur le trottoir de bois, ombrelle à la main, habillée comme si elle assistait à une garden party au lieu de détruire des familles. Victoria, la voix de Garrett aurait pu geler le feu. Je vois que vous avez reçu ma petite livraison. Elle a souri à Clara. Madame Garrett, ravie de vous revoir. Cette robe vous va beaucoup mieux que la verte, moins ambitieuse. Les mains de Clara se sont serrées en poing, mais elle a gardé une voix égale. Madame Ashworth, je dirais que c'est un plaisir, mais ma mère m'a appris à ne pas mentir. Le sourire de Victoria s'est crispé. Fougueuse. Je vois pourquoi Samuel vous trouve divertissante. Mais le divertissement s'estompe, Madame Garrett. Quand la nouveauté disparaîtra, que vous restera-t-il? Une famille, quelque chose que vous ne comprendriez pas. Le masque a glissé un instant. Quelque chose de laid a brillé dans les yeux de Victoria. Vous pensez avoir gagné quelque chose? Mariée à de l'argent, jouant à la maman avec l'enfant d'une autre femme, elle s'est approchée, baissant la voix. Je connaissais Catherine, la femme de Samuel. Elle était belle, raffinée, tout ce que vous n'êtes pas, et elle n'a quand même pas pu survivre à cet endroit. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous le pourrez? Clara n'a pas bronché. Je n'essaie pas de survivre. J'essaie de vivre. Il y a une différence. Victoria a ri, mais cela sonnait creux. Profitez-en tant que ça dure. 2 semaines, ce n'est pas très long. Elle s'est éloignée, ses talons claquant contre les planches de bois.
Garrett l'a regardé partir, la mâchoire serrée. Elle a peur, a dit Clara doucement. Quoi? Victoria. Elle a peur. Clara s'est tournée pour lui faire face. Elle ne s'attendait pas à ce que nous ripostions. Elle pensait que vous plieriez comme vous l'avez toujours fait. Je n'ai jamais, n'est-ce pas? La voix de Clara était douce mais ferme. Elle a dit que Catherine ne pouvait pas survivre à cet endroit. Que voulait-elle dire? Garrett est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, sa voix était rauque. Catherine était la cousine de Victoria. Elles ont grandi ensemble à Boston. Quand j'ai épousé Catherine, Victoria pensait qu'elle aurait de l'influence, accès à la famille, à l'argent. Il a fait une pause. Catherine est morte avant que Victoria ne puisse l'utiliser. Et Lily est sa seconde chance, oui. Clara a assimilé cela. Donc, ce n'est pas juste à propos de Lily. C'est une question de contrôle, de pouvoir. Ça l'a toujours été. Alors nous ne devons pas seulement gagner la garde. Nous devons détruire sa capacité à revenir. Clara a croisé son regard. Samuel, y a-t-il quelque chose dans le passé de Victoria? Quelque chose qu'elle cache? Garrett a hésité. Il y a des rumeurs sur la mort de son mari. Cela a été jugé comme un accident. Mais certaines personnes pensent que ce n'en était pas un. L'esprit de Clara s'emballait. Qui le saurait? Qui pourrait nous en dire plus? Emmett. Il est avec ma famille depuis toujours. Il sait des choses. Alors nous devons parler à Emmett. Ils ont trouvé le vieux cuisinier dans la cuisine du ranch en train de préparer le dîner. Emmett, Garrett a fermé la porte derrière eux. Nous devons te poser des questions sur Victoria. Le visage buriné d'Emmett est devenu soigneusement inexpressif. Quoi à son sujet? Son mari, Charles Ashworth. Que lui est-il vraiment arrivé? Le silence s'est étiré. Les mains d'Emmett se sont figées sur les légumes qu'il coupait. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser enterrer, patron. Plus maintenant. Clara s'est avancée. Elle essaie de prendre Lily. S'il y a quelque chose qui peut l'arrêter, nous devons le savoir. Emmett l'a regardé. Vraiment regardé. Quelque chose dans son expression a changé. Charles Ashworth n'était pas un homme bon. Il buvait trop, jouait encore plus, frappait Victoria quand il était en colère. Il a fait une pause. La nuit où il est mort, ils se disputaient. Les voisins ont entendu des cris. Puis un coup de feu. Elle l'a tué. L'histoire officielle est qu'il nettoyait son pistolet. Décharge accidentelle. La voix d'Emmett a baissé. Mais je connaissais l'homme qui a trouvé le corps. Il a dit que l'angle était tout faux. On ne se tire pas une balle derrière la tête en nettoyant une arme. Le cœur de Clara battait la chamade. Cet homme est-il toujours en vie? Tom Whitfield vit près de Laramie. Il n'a pas travaillé depuis que Victoria l'a payé pour garder le silence. Les yeux d'Emmett se sont durcis. 30 ans qu'il est assis sur ce secret. Peut-être qu'il est temps qu'il arrête. Garrett s'est tourné vers Clara. Si nous pouvons le faire témoigner, il ne s'agit pas de le faire témoigner. L'esprit de Clara travaillait vite. Il s'agit de faire savoir à Victoria que nous pourrions le faire témoigner. Elle a construit toute sa vie sur ce mensonge. Si ça sort, elle perd tout. Du chantage. Un levier. La voix de Clara était stable. Je ne suis pas intéressé par sa destruction. Je suis intéressé par la protection de Lily. Si Victoria recule, le secret reste enterré. Garrett a étudié son visage. Vous laisseriez une meurtrière s'en tirer. Je ferai tout ce qu'il faut pour garder cette petite fille en sécurité. Clara a soutenu son regard sans sourciller. Ne le feriez-vous pas? Le silence s'est étiré entre eux, puis Garrett a hoché la tête lentement. J'irai à Laramie demain. Non, envoyez Hank. Si Victoria vous surveille, elle saura que quelque chose ne va pas. Clara a fait une pause. Et Samuel, faites attention à qui vous faites votre confiance. Elle a des espions partout, même ici, surtout ici. Les quelques jours suivants se sont brouillés dans une frénésie de préparation. Le docteur Harrison est venu examiner Lily. La petite fille était nerveuse au début, mais Clara est restée avec elle, lui tenant la main, chuchotant des mots rassurants. « Vous êtes en très bonne santé, jeune fille. » Harrison a souri à Lily quand il a fini. « Forte comme un poney de montagne. » Clara dit que je mange comme un poney aussi. Lily a souri. Harrison a ri. Il a regardé Clara avec un nouveau respect. « Madame Garrett, j'aurai mon rapport prêt pour l'audience. Chaque mot véridique. Merci, docteur. » James Monroe est arrivé de Cheyenne le 5e jour. Il était plus jeune que Clara ne l'avait prévu, peut-être 30 ans, avec des yeux vifs et un sourire facile qui cachait une intelligence acérée.
Madame Garrett, j'ai beaucoup entendu parler de vous. De bonnes choses, j'espère. Samuel dit que vous êtes la raison pour laquelle ils se battent au lieu de plier. Le sourire de Monroe s'est élargi. J'aime les combattants. Alors vous allez adorer cette affaire. Ils se sont réunis dans le bureau de Garrett, des papiers couvrant chaque surface. Monroe avait fait ses recherches. La pétition de Victoria repose sur 3 piliers. Premièrement, l'affirmation que Lily est négligée en raison de l'isolement et du manque de soins maternels. Deuxièmement, que Samuel est émotionnellement indisponible et incapable de fournir une éducation appropriée. Troisièmement, que le mariage soudain avec Clara prouve l'instabilité du foyer. Peut-elle prouver quoi que ce soit, a demandé Garrett. Pas si nous nous battons intelligemment. Monroe a mélangé des documents. L'examen du Dr. Harrison détruit l'accusation de négligence. J'ai 3 ouvrières de ranch prêtes à témoigner que Samuel est un père attentif. Et le mariage, il a regardé Clara. C'est en fait notre point le plus fort. Comment? Victoria soutient que le mariage montre l'instabilité. Nous soutenons qu'il montre la responsabilité. Samuel a reconnu que Lily avait besoin d'une mère et a pris des mesures pour en fournir une. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Clara a senti quelque chose de chaud fleurir dans sa poitrine. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose de proche. Qu'en est-il des témoins que Victoria a alignés, a-t-elle demandé. La plupart sont payés. Si nous pouvons prouver cela, leur témoignage devient sans valeur. Monroe a fait une pause. Il y a aussi la question du juge Henderson. Quoi à son sujet? Il doit de l'argent à la famille de Victoria. Beaucoup d'argent. Le sang de Clara s'est glacé. Le juge est acheté. Pas nécessairement, mais il est vulnérable à la pression. Monroe s'est penché en avant. C'est là que votre levier devient crucial. Si Victoria sait que vous avez des informations qui pourraient la détruire, elle pourrait faire pression sur le juge pour qu'il statue en sa faveur avant que cela ne sorte. Ou elle pourrait reculer complètement. Exactement. Hank Morrison est revenu de Laramie 2 jours avant l'audience. Il a trouvé Clara dans la grange en train de brosser les chevaux. Vous avez ce qu'il vous fallait? Il lui a tendu un papier plié, la déclaration de Tom Whitfield, signée, attestée, notariée. Clara l'a déplié, l'a lu lentement. Ses mains tremblaient. Il a tout vu. Entendu la dispute, entendu Victoria menacer son mari, entendu le coup de feu. Le visage de Hank était sombre. Puis elle est sortie calme comme un dimanche matin et lui a dit que Charles avait eu un accident. Elle l'a payé 500 $ pour soutenir son histoire. Pourquoi parle-t-il maintenant? Maladie pulmonaire en phase terminale. Il dit qu'il veut rencontrer son créateur avec une conscience tranquille. Hank a fait une pause. Il a aussi dit que Victoria avait déjà fait ça. Fait quoi? Fait disparaître des problèmes. Il y avait une bonne qui en savait trop. Un partenaire commercial qui menaçait d'exposer des affaires louches. La voix de Hank a baissé. Tous les deux sont morts. Accident, officiellement. Mais Whitfield ne croit pas à autant d'accidents. L'estomac de Clara s'est retourné. Victoria n'était pas seulement impitoyable. Elle était dangereuse. Samuel le sait-il? Pas encore. Ne lui dites pas. Pas avant l'audience. Clara a plié le papier soigneusement. Il a assez de soucis comme ça. Madame, si Victoria découvre que vous avez ça, alors je m'en occuperai. Clara a croisé son regard. Merci Hank pour tout. Il a hoché la tête lentement. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Madame Garrett. Cette vie non plus. La nuit avant l'audience, Clara n'a pas pu dormir. Elle s'est assise sur le porche, enveloppée dans une couverture, regardant les étoiles. Le ranch était calme, mais son esprit hurlait. Des pas derrière elle. Garrett est apparu, semblant aussi insomniaque qu'elle. Je n'ai pas pu me reposer non plus. Je n'arrête pas de penser à demain. Clara a resserré la couverture. Et si nous perdons? Nous ne perdrons pas. Mais si nous perdons, Garrett s'est assis à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Alors nous ferons appel, nous nous battrons. Nous continuerons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combat possible. Sa voix était calme mais féroce. J'ai perdu Catherine parce que je n'ai pas pu la sauver. Je ne perdrai pas Lily. Je ne peux pas. Clara s'est tournée pour le regarder. Au clair de lune, son visage était vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Parlez-moi d'elle, Catherine. Il est resté silencieux un long moment. Quand il a parlé, sa voix était rauque. Elle était gentille, douce, l'opposé de cet endroit rude. Il a dégluti. Elle aimait Lily avant sa naissance.
Elle chantait à son ventre, planifiait ce que serait leur vie. Mais la naissance, quelque chose a mal tourné. Elle a trop saigné, trop vite. Je suis désolé. Je lui tenais la main à la fin. Elle m'a fait promettre de prendre soin de Lily, de lui donner une belle vie. Sa voix s'est brisée. Certains jours, j'ai l'impression d'avoir échoué à cette promesse depuis lors. Clara a tendu la main, a pris la sienne. Ses doigts étaient cailleux, chauds, tremblant légèrement. Vous n'avez pas échoué. Lily est vivante. Elle est en bonne santé. Elle apprend à faire confiance à nouveau. Clara a serré sa main. Ce n'est pas un échec, Samuel. C'est de l'amour. Il l'a regardé, vraiment regardé. Quelque chose est passé entre eux dans l'obscurité. Clara, je ne m'attendais pas à ça. À tout ça, moi non plus. Je vous ai épousé pour protéger Lily, pour lui donner une mère. Mais maintenant, il s'est tu. Maintenant, je ne suis plus sûr de ce que c'est. Le cœur de Clara battait de la chamade. Moi non plus. Ils sont restés assis en silence, mains toujours jointes, jusqu'à ce que la première lueur de l'aube touche les montagnes. Quoique demain la porte, ils l'affronteraient ensemble. Le tribunal était bondé. Clara est entrée la tête haute, portant la robe verte que Samuel avait envoyée de Denver. Maggie marchait derrière elle, pâle mais déterminée. Garrett était à ses côtés, sa main reposant légèrement sur son dos. Victoria Ashworth était assise au premier rang, entourée d'avocates et de partisans bien habillés. Elle a regardé Clara avec un pur venin. Le juge Henderson est entré. Il était vieux, avait l'air fatigué, et ses yeux ont filé vers Victoria avant qu'il ne s'assoie. Cette audience est ouverte dans l'affaire Ashworth contre Garrett concernant la garde de l'enfant mineur, Lily Marie Garrett. Monroe s'est levé. Votre honneur, nous demandons que cette pétition soit rejetée pour cause de témoignages frauduleux et de preuves fabriquées. Des murmures ont parcouru la foule. L'avocate principale de Victoria a bondi. Objection. C'est scandaleux. J'ai des documents. Monroe a brandi un dossier, y compris des déclarations d'individus qui ont été payés par Mme Ashworth pour fournir de faux témoignages. J'ai aussi un examen médical du Dr. Thomas Harrison de Cedar Crossing, confirmant que Lily Garrett est en excellente santé et ne montre aucun signe de négligence. Le juge Henderson a semblé mal à l'aise. Ce sont des allégations graves, Monsieur Monroe. Elles le sont, Votre honneur, et j'ai des preuves pour soutenir chacune d'elles. Victoria s'est levée soudainement. Son visage était pâle, mais sa voix était stable. Votre honneur, c'est clairement une tentative désespérée de... Madame Ashworth, vous n'avez pas la parole. La voix du juge Henderson s'est aiguisée. Asseyez-vous. Victoria s'est assise, mais ses yeux ont trouvé ceux de Clara à travers la pièce, et ils promettaient le meurtre. L'audience a continué pendant 3 heures brutales. Monroe a présenté des preuves méthodiquement. Des témoins ont parlé des soins de Lily, de la stabilité du ranch, du dévouement de Clara envers l'enfant. Le docteur Harrison a pris la barre et a décrit une petite fille saine et heureuse. Puis ce fut le tour de Victoria. Son avocat a appelé témoin après témoin, chacun peignant un tableau de négligence et d'instabilité. Mais Monroe les a mis en pièces lors du contre-interrogatoire. L'un a admis qu'il n'avait jamais visité le ranch. Un autre ne pouvait pas se souvenir de faits basiques sur Lily. Un troisième a craqué et a avoué avoir été payé 200 $ pour mentir. La salle d'audience bourdonnait de choc. Le juge Henderson a demandé une suspension de séance. Les jambes de Clara tremblaient alors qu'elle se levait. « Comment nous en sortons-nous » a-t-elle chuchoté à Monroe. « Mieux que je ne l'espérais, mais Henderson est l'imprévu. Il pourrait encore statuer en sa faveur. » Clara a regardé Victoria, qui conférait avec colère avec ses avocats. « J'ai besoin de 5 minutes. »« Clara, qu'est-ce que tu... » Mais elle bougeait déjà. Elle a trouvé Victoria dans le couloir, seule pour une fois. La femme plus âgée s'est tournée, le visage déformé par la rage. Venue jubiler, venue finir ça. Clara a plongé la main dans son sac et a sorti la déclaration de Tom Whitfield. « Lisez ça. » Victoria a arraché le papier. En lisant, son visage est devenu blanc, puis gris. Ses mains tremblaient tellement que le papier bruissait. « Où avez-vous vu ça? Est-ce que ça compte? » Clara a gardé sa voix basse. « Je sais ce que vous avez fait, Victoria, à votre mari, aux autres. J'ai des preuves, des témoins, tout ce dont j'ai besoin pour vous détruire. Vous n'oseriez pas. N'oserais-je pas? » Clara s'est approchée.
Vous avez menacé ma famille. Vous avez essayé de prendre ma fille. Vous pensez que je ne brûlerai pas votre monde entier pour les protéger? Le masque de Victoria s'est fissuré complètement. Pour la première fois, Clara a vu une vraie peur dans ses yeux. Que voulez-vous? Abandonnez la pétition. Partez. Ne vous approchez plus jamais de Lily. La voix de Clara était glaciale. Faites ça et ceci reste enterré. Essayez quoi que ce soit d'autre, et j'envoie des copies à tous les journaux du territoire. Victoria la fixait. Les secondes s'étiraient en éternité. Vous êtes un monstre. Je suis une mère. Il n'y a pas de différence. Une autre longue pause. Puis les épaules de Victoria se sont affaissées. Bien. C'est fait. Dites-le plus fort pour les gens qui écoutent. La tête de Victoria s'est relevée brusquement. Elle a vu la petite foule qui s'était rassemblée au bout du couloir. Des témoins, trop nombreux pour être réduits au silence. Sa voix est sortie étranglée. Je retire ma pétition. Clara a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Plaisir de faire affaire avec vous, Madame Ashworth. Elle laisse retourner dans la salle d'audience sans se retourner. Garrett attendait, le visage tendu par la confusion. Qu'avez-vous fait? Plus tard. Le juge Henderson est revenu. L'avocat de Victoria s'est levé, l'air sous le choc. Votre honneur, ma cliente souhaite retirer sa pétition pour la garde. Des halètements ont rempli la pièce. Henderson a semblé stupéfait. Est-ce vrai, Madame Ashworth? Victoria s'est levée. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Oui, votre honneur, j'ai réalisé que Lily a sa place avec son père et sa belle-mère. Henderson l'a fixé un long moment, puis il a frappé avec son marteau. Pétition retirée, affaire classée. La séance est levée. La pièce a explosé. Clara s'est restée figée alors que les gens se pressaient autour d'eux, félicitant Garrett, serrant la main de Monroe. Puis elle a senti quelqu'un tirer sur sa jupe. Lily se tenait là, des larmes coulant sur son visage. Clara, est-ce qu'on a gagné? Clara s'est laissée tomber à genoux et a tiré la petite fille dans ses bras. Pour la première fois, Lily ne s'est pas reculée. Elle a enfoui son visage dans l'épaule de Clara et a sangloté. Oui, ma chérie, nous avons gagné. Est-ce que ça veut dire que tu restes pour toujours? Clara a levé les yeux vers Garrett. Il les regardait, les yeux brillants de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pour toujours, a chuchoté Clara, je le promets. Lily l'a serré plus fort et pour la première fois depuis qu'elle avait 14 ans, Clara s'est permis de croire que tout pourrait vraiment bien se passer. Le trajet de retour du tribunal semblait différent. Clara tenait Lily sur ses genoux, les bras de la petite fille enroulés serrés autour de son cou. Garrett conduisait le chariot d'une main, l'autre reposant sur l'épaule de Clara. Maggie était assise à l'arrière, pleurant des larmes de joie. Elle ne prenait pas la peine de se cacher. Personne ne parlait. Ils n'en avaient pas besoin. Quand ils ont atteint le ranch, les ouvriers attendaient. La nouvelle avait voyagé vite. Hank s'est avancé. Son visage buriné s'est fendu en quelque chose que Clara n'avait jamais vu auparavant. Un sourire. « Bienvenue à la maison, Madame Garrett. » Clara est descendue, Lily s'accrochant toujours à elle. « Merci, Hank, pour tout. Je fais juste mon travail, Madame. Vous avez fait plus que ça. Vous avez aidé à sauver cette famille. » Les yeux de Hank sont devenus brillants. Il a hoché la tête une fois, brusquement, et s'est détourné avant que quiconque ne puisse le voir s'essuyer le visage. Cette nuit-là, Clara a bordé Lily pour la première fois en tant que sa vraie mère. Pas une étrangère, pas un arrangement temporaire. Sa mère. Clara. Oui, ma chérie, est-ce que les méchants sont partis maintenant? Clara a lissé les cheveux de Lily en arrière de son front. Les méchants ne peuvent plus te faire de mal. Je ne les laisserai pas faire. Promis, je le promets. Lily est restée silencieuse un moment. Puis, d'une voix si petite que Clara a failli ne pas l'entendre. Je t'aime. Le cœur de Clara s'est arrêté, a redémarré, s'est grand ouvert. Je t'aime aussi, Lily, tellement. Elle laisse rester jusqu'à ce que l'enfant s'endorme, puis s'est glissée dans le couloir. Garrett était là, appuyé contre le mur, la regardant. Elle l'a dit. J'ai entendu. Les yeux de Clara brûlaient. Je ne m'attendais pas. Je n'ai jamais pensé. Moi non plus. Garrett s'est décollé du mur et s'est approché. Clara, ce que vous avez fait aujourd'hui, ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivée ici, je n'ai pas de mots pour ça. Vous n'avez pas besoin de mots. J'ai besoin de quelque chose. Il a tendu la main, a hésité, puis a touché son visage. Sa paume était rugueuse, chaude, tremblant légèrement.
J'ai besoin que vous sachiez que ce n'est plus juste un arrangement. Pas pour moi. Le souffle de Clara s'est coupé. Samuel, je ne suis pas doué pour ça. Catherine disait que je parlais plus avec mes mains qu'avec ma bouche. Il a dégluti difficilement. Mais j'essaie de vous dire que vous, je sais. Clara a couvert sa main avec la sienne. Je sais. Ils se sont tenus là dans le couloir sombre, sans s'embrasser, sans bouger, respirant simplement ensemble. C'était assez pour l'instant. C'était plus qu'assez. Les semaines qui ont suivi ont apporté des changements que Clara n'avait pas anticipés. Victoria Ashworth a disparu de Cedar Crossing. La rumeur disait qu'elle était retournée à Boston, bien que certains disaient qu'elle était allée plus loin. En Europe peut-être, ou quelque part où personne ne connaîtrait son nom. Clara se fichait de savoir où elle allait tant qu'elle restait partie. Le ranch s'est installé dans un rythme. L'été s'est approfondi, apportant de longues journées et des nuits chaudes. Clara a appris à monter à cheval correctement, enseignée par Hank avec une patience bourrue. Elle a repris les comptes du ménage et a trouvé des moyens d'économiser de l'argent que Garrett ne savait pas qu'il perdait. Mais les plus grands changements étaient plus petits. Lily a commencé à rire. Pas le son prudent et calme qu'elle faisait avant, mais un vrai rire qui résonnait dans la maison comme des cloches. Elle suivait Clara partout, posant des questions, aidant aux corvées, absorbant l'attention comme une fleur boit la pluie. Maggie a trouvé sa place aussi. Elle a commencé à aider le Dr. Harrison 3 jours par semaine, apprenant la médecine de base, découvrant un talent que personne n'avait soupçonné. La peur qui hantait ses yeux depuis le Kansas a commencé à s'estomper. Et Samuel a changé le plus de tous. Il a commencé à rentrer plus tôt, a commencé à s'asseoir avec elle au dîner au lieu de manger seul dans son bureau, a commencé à raconter des histoires sur son enfance, ses parents, les rêves qu'il avait eus avant que la vie ne devienne compliquée. Un soir, il a apporté un livre à Clara. J'ai trouvé ça en ville. J'ai pensé que vous aimeriez. Clara a regardé la couverture. Poésie. Emily Dickinson. Comment saviez-vous que j'aime la poésie? Maggie a mentionné que vous en lisiez à vos frères et sœurs avant. Il a bougé mal à l'aise. Si vous n'en voulez pas, j'en veux. Clara a serré le livre contre sa poitrine. Samuel s'est « Merci ». Il a hoché la tête, semblant à la fois content et embarrassé. « Je vous en prie ». Cette nuit-là, Clara a lu à la lumière de la lampe pendant que Samuel travaillait sur les comptes du ranch au bureau. Ils ne parlaient pas, mais le silence était chaud, confortable, comme s'ils faisaient cela depuis des années, au lieu de semaines. Comme s'ils allaient ensemble. La première vraie épreuve est arrivée fin juillet. Un télégramme est arrivé au petit déjeuner. Samuel l'a lu et son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que c'est? Clara est posé son café. Mon frère William. La voix de Samuel était creuse. Il vient nous rendre visite. Clara avait entendu parler de William, le frère aîné qui était resté en Virginie. Celui qui pensait que Samuel gâchait sa vie dans la nature sauvage. Quand? 3 jours. Est-ce mauvais? Samuel l'a regardé. Ses yeux contenaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. William ne m'approuve pas. Ne l'a jamais fait. Quand j'ai quitté la Virginie, il a dit que j'abandonnais l'héritage familial. Il a fait une pause. Il a aussi dit que je ne deviendrais jamais rien ici, que j'échouerais et reviendrais en rampant. Clairement, il avait tort. Il ne le sait pas. Il n'est pas venu ici depuis 6 ans. Samuel a posé le télégramme. La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux funérailles de Catherine. Il m'a dit que je devrais donner Lily à Victoria et recommencer quelque part de civilisé. L'instinct protecteur de Clara s'est enflammé. Et vous ne l'avez pas frappé? Je voulais. Un fantôme de sourire. La mère de Catherine m'a retenu. Eh bien, je ne vous retiendrai pas s'il dit quelque chose comme ça cette fois. Samuel l'a regardé surpris. Puis il a ri. Un vrai rire, plein et chaud. Mon Dieu, Clara, que ferais-je sans vous? M'effondrer. Probablement. William Garrett est arrivé dans une calèche privée qu'il avait fait expédier de Virginie spécialement pour l'occasion. Il était plus grand que Samuel, plus mince, avec les mêmes yeux gris, mais rien de la chaleur. Il regardait le ranch comme si c'était quelque chose de désagréable dans lequel il avait marché. Samuel, c'est rustique, c'est chez nous. Le regard de William s'est posé sur Clara. Et voici sans doute la femme dont j'ai tant entendu parler. Clara Garrett. Elle a tendu la main. Ravi de vous rencontrer.
William l'a serré brièvement, comme s'il avait peur d'attraper quelque chose. Charmé, j'en suis sûr. Lily se cachait derrière les jupes de Clara, regardant son oncle avec des yeux méfiants. William l'a à peine regardé. Où est ma chambre? J'ai besoin de me rafraîchir après ce voyage épouvantable. La mâchoire de Clara s'est serrée, mais elle a gardé une voix plaisante. Je vais vous montrer. Elle a conduit William à la chambre d'amis, la plus belle de la maison. Il a regardé autour de lui avec une déception non dissimulée. Je suppose que cela fera l'affaire. Je suis sûr que oui. Clara s'est tournée pour partir. Madame Garrett, elle s'est arrêtée. Oui. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez ici, mais je devrais vous avertir. Je suis au courant de vos antécédents. Une blanchisseuse du Kansas avec une famille déshonorée. La voix de William dégoulinait de mépris. Samuel a peut-être été assez fou pour vous épouser, mais ne pensez pas que cela fait de vous l'une des nôtres. Clara s'est tournée lentement. Elle a regardé William Garrett, son costume cher, son expression supérieure, sa certitude absolue qu'il valait mieux que tout le monde autour de lui. Et elle a souri. « Monsieur Garrett, laissez-moi être très clair. Je ne veux pas être l'une des vôtres. Je veux être l'une des nôtres. Cette famille, ce ranch, cette vie que nous construisons. » Elle s'est approchée. « Votre frère est un homme bon. Votre nièce est une enfant merveilleuse. Et je les protégerai tous les deux de quiconque les menace, y compris vous. » Le visage de William a rougi. « Comment osez-vous? Le dîner est à 6 heures. Ne soyez pas en retard. » Elle est sortie avant qu'il ne puisse répondre. Le dîner était un champ de bataille. William dominait la conversation, parlant de la Société de Virginie, des entreprises commerciales et des relations politiques. Il citait des noms constamment et s'assurait que tout le monde sache à quel point il avait réussi. Clara regardait Samuel devenir plus silencieux à chaque minute qui passait. Ses épaules voûtées, ses yeux ternis. Il ressemblait à l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois, fermé, défensif, petit. Elle ne pouvait pas le supporter. « Monsieur Garrett, » a interrompu Clara doucement. « Vous avez mentionné vos investissements ferroviaires. Comment se compare-t-il au contrat forestier de Samuel? » William a cligné des yeux. « Je vous demande pardon. Les contrats forestiers avec le gouvernement territorial. L'opération de Samuel fournit du bois pour 3 lignes ferroviaires majeures. » Clara est sourit innocemment. « Vous étiez sûrement au courant. » La tête de Samuel s'est relevée. La bouche de William s'est ouverte et fermée. Je n'étais pas au courant des détails. Les détails sont assez impressionnants. L'opération de Samuel est l'une des plus grandes du territoire. Il emploie plus de 50 hommes toute l'année, fournit des logements à leurs familles et n'a jamais manqué une date de livraison. Clara a pris une gorgée d'eau. Quelle était votre dernière réalisation commerciale majeure, Monsieur Garrett? La table est devenue silencieuse. Le visage de William était violet. Je ne pense pas, Clara. La voix de Samuel était calme, mais il y avait quelque chose de nouveau dedans, de la fierté. C'est assez. Vraiment? Elle l'a regardé fixement. Je fais juste la conversation. Lily a gloussé. Cela a brisé la tension comme le soleil à travers les nuages. J'aime les conversations de Clara, a annoncé la petite fille. Elles sont excitantes. Même Maggie a ri à cela. William est parti 2 jours plus tard. Il avait prévu de rester 1 semaine, mais quelque chose l'avait clairement fait changer d'avis. À la porte, il s'est tourné vers Samuel. « Tu as changé, mon frère. Vraiment, tu laissais les gens te bousculer, te dire quoi faire, qui être. » Les yeux de William ont filé vers Clara. « Maintenant, tu ripostes. J'ai appris de la meilleure. » William a hoché la tête lentement. Ce n'était pas exactement de l'approbation, mais c'était proche. Prendre soin de toi, Samuel, et de cette femme qui est la tienne. Il a fait une pause. Elle est terrifiante, je sais. William est monté dans sa calèche ridicule et s'est éloigné. Clara est venue se tenir à côté de Samuel, regardant jusqu'à ce que la calèche disparaisse derrière la colline. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » a dit Samuel doucement. « Faire quoi? Me défendre. Mener mes batailles. » Clara s'est tournée pour lui faire face. « Je n'ai pas mené vos batailles. J'ai rappelé à tout le monde ce que vous avez construit. C'est différent. Vraiment? Oui. » Elle a pris sa main. « Vous avez passé tellement de temps à être invisible, Samuel, à cacher qui vous êtes, ce que vous avez accompli. Mais je vous vois. Lily vous voit. Tout ce ranch vous voit. » Elle a serré ses doigts. « Peut-être qu'il est temps que vous commenciez à vous voir aussi. » Samuel la fixait.
Quelque chose a changé dans son expression. Un mur qui tombe, une porte qui s'ouvre. Clara. Oui, je pense que je tombe amoureux de vous. Les mots flottaient dans l'air entre eux. Le cœur de Clara battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Seulement penser. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je sais que je le suis. Je le sais depuis des semaines. J'avais peur de le dire. Peur que vous partiez. Peur de vous perdre comme j'ai perdu. Je ne vais nulle part. Clara s'est approchée. Je ne suis pas Catherine. Je ne me briserai pas. Je ne disparaîtrai pas. Elle a touché son visage de la même manière qu'il avait touché le sien cette nuit-là dans le couloir. Je suis là. Je reste. Et je vous aime aussi. C'est vrai? C'est vrai, il l'a embrassée. Ce n'était pas leur premier baiser. C'était au mariage. Maladroit et formel. Mais c'était différent. C'était réel. C'était deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, qui s'étaient battues ensemble, avaient grandi ensemble et avaient finalement admis ce qui se construisait entre elles depuis le début. Quand ils se sont séparés, Clara était à bout de souffle. Eh bien, a-t-elle réussi à dire. C'était « Papa a embrassé Clara ». Ils se sont retournés. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux écarquillés et ravis. « Est-ce que ça veut dire que vous vous aimez maintenant? Pour de vrai? » Samuel a ri. Il a soulevé Lily d'un bras et a tiré Clara contre lui de l'autre. « Oui, ma chérie, pour de vrai. » Lily a rayonné. « Bien, parce que j'ai déjà dit à tout le monde à l'église que Clara était ma maman pour toujours. Ce serait embarrassant si j'avais tort. » Clara a ri jusqu'à ce que les larmes coulent sur son visage. Cette famille étrange et belle dans laquelle elle était tombée. Cette vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Elle était à elle maintenant. Vraiment, véritablement à elle. Août a apporté la chaleur et le travail acharné. Clara s'est jetée dans la vie du ranch avec une nouvelle énergie. Elle sortait à cheval avec les ouvriers, apprenant les limites de leur terre. Elle rendait visite aux familles qui vivaient à la proximité, apportant de la nourriture, des médicaments et de la compagnie. Elle a commencé une petite école dans la grange, enseignant la lecture et les chiffres aux enfants qui n'avaient jamais eu la chance d'apprendre. La nouvelle s'est répandue. Les gens ont commencé à l'appeler la Dame de la Montagne avec respect au lieu de suspicion. Un après-midi, Madame Crawford de la Société des femmes est apparue au ranch. Clara avait les bras enfoncés dans la pâte à pain quand Maggie est arrivée en courant. « Clara, il y a une dame chic ici pour te voir. » Clara a essuyé ses mains et est allée à la porte. Eleanor Crawford se tenait sur le porche, semblant incongrue dans ses vêtements de ville contre le décor rustique. « Madame Crawford, c'est inattendu. J'imagine que ça l'est. » La femme plus âgée a souri. « Puis-je entrer? » Elles se sont assises dans le salon en buvant du thé comme des dames civilisées. Clara attendait que le couperet tombe. « Vous vous demandez pourquoi je suis ici. » La pensée m'a traversé l'esprit. Madame Crawford a posé sa tasse. « Je suis venue m'excuser. » Clara a cligné des yeux. « De quoi? D'être restée là pendant que Victoria Ashworth essayait de vous détruire. De ne pas avoir parlé plus tôt. » La voix de Madame Crawford s'est adoucie. « Je vous ai apprécié dès le moment où vous êtes entré dans cette réunion, mais j'étais trop lâche pour faire plus que des blagues. J'aurais dû vous défendre correctement. Vous m'avez défendu. Ce premier commentaire n'était pas suffisant. » Madame Crawford a secoué la tête. « J'ai passé toute ma vie à jouer la sécurité, Madame Garrett, à rester silencieuse quand j'aurais dû parler, à laisser des brutes comme Victoria faire ce qu'elle voulait parce que c'était plus facile. » Elle a croisé le regard de Clara. « Mais en vous regardant, vous avez changé quelque chose en moi. Vous vous êtes défendu quand vous n'aviez rien. J'ai tout et je ne pouvais même pas faire ce mécanisme. » Clara ne savait pas quoi dire. « Je veux aider. » Madame Crawford a continué. « L'école que vous avez commencée, j'aimerais contribuer. Des livres, des fournitures, un vrai bâtiment éventuellement. » Elle a fait une pause. « Si vous voulez bien de moi, » Clara a pensé à cela, à la fierté et au pragmatisme, à ce qui était le mieux pour les enfants qui avaient enfin une chance d'apprendre. « Nous serions reconnaissants pour toute aide. » Le visage de Madame Crawford s'est illuminé. « Merveilleux. Je ferai envoyer des fournitures la semaine prochaine. » Elle s'est levée, puis a hésité. « Madame Garrett, Clara, vous avez fait quelque chose de remarquable ici. J'espère que vous le savez. J'ai juste fait ce qui devait être fait.
C'est exactement ce que je veux dire. Après son départ, Samuel a trouvé Clara toujours assise dans le salon, fixant le vide. J'ai entendu dire que nous avons une bienfaitrice, apparemment. Il s'est assis à côté d'elle. Vous allez bien? Clara a réfléchi à la question, à tout ce qui avait mené à ce moment. La pauvreté, la peur, le marché désespéré qu'elle avait conclu avec un inconnu. Je vais mieux que bien. Elle l'a regardé. Je suis heureuse, vraiment heureuse, pour la première fois depuis que je suis enfant. Samuel a pris sa main. Moi aussi, ça me fait un peu peur. Pourquoi? Parce que les choses heureuses ont tendance à finir dans mon expérience. Peut-être qu'il est temps pour de nouvelles expériences. Clara s'est appuyée contre son épaule. Peut-être que oui, septembre est arrivé avec les premiers signes de l'automne. L'anniversaire du mariage de Clara et Samuel approchait sans fanfare. Aucun d'eux ne l'a mentionné, tous deux incertains de la façon de marquer une union qui avait commencé comme une transaction commerciale. Mais Lily s'en est souvenue. Papa, nous devons faire une fête. Samuel a levé les yeux de ses papiers. Une fête pourquoi? Pour ton anniversaire et celui de Clara. Le visage de Lily était sérieux. Les gens mariés font des fêtes d'anniversaire. Je l'ai lu dans un livre. Tu as lu sur les fêtes d'anniversaire. Clara m'a appris à mieux lire. Maintenant, je lis tout. Samuel a jeté un coup d'œil à Clara, qui essayait très fort de ne pas rire. Quel genre de fête avais-tu en tête? Lily a sorti un morceau de papier froissé couvert d'une écriture enfantine. J'ai fait une liste. Nous avons besoin de gâteaux, de décorations, de musique, de tous nos amis et de cadeaux. C'est une sacrée liste. C'est un anniversaire important. Lily a croisé les bras. Clara nous a sauvés. Nous devrions célébrer. La gorge de Clara s'est serrée. Ma chérie, je n'ai sauvé personne. Si, tu l'as fait. La voix de Lily était féroce. Papa était triste tout le temps avant que tu viennes. Maintenant, il sourit. Et j'avais peur, mais maintenant, je n'ai plus peur. Elle a regardé Clara avec ses yeux gris clairs. Tu nous as sauvés toutes les deux. Clara ne pouvait pas parler. Samuel a cherché sa main. D'accord, Lily, nous ferons une fête. Une grande. La plus grande. Lily a poussé un cri de joie et a couru le dire à Maggie. Clara a essuyé ses yeux, riant et pleurant en même temps. Oh mais non, cet enfant a raison. Samuel l'a tiré contre lui. Vous nous avez sauvés. Vous m'avez sauvé. Je me noyais avant que vous n'arriviez et je ne le savais même pas. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, alors nous célébrerons cela. La fête n'était pas grande selon les normes de la société, mais elle était parfaite selon les leurs. Les ouvrières du ranch sont venues avec leur famille. Le docteur Harrison a apporté son violon. Madame Crawford est arrivée avec plus de nourriture que quiconque ne pouvait en manger. Même Hank Morrison a dansé, mal, mais avec enthousiasme. Clara portait sa robe verte. Samuel portait le costume dans lequel il l'avait épousée. Lily portait une nouvelle robe qu'elle avait aidé Maggie à coudre, couverte de rubans qu'elle avait choisis elle-même. Alors que le soleil se couchait et que la musique jouait, Samuel a emmené Clara loin de la foule. Ils se tenaient sur le porche, regardant la terre qui était devenue leur foyer. Il y a un an, j'étais un étranger qui frappait à votre porte. Il y a un an, j'étais une idiote qui a failli laisser la peur m'empêcher de dire oui. Clara s'est tournée pour lui faire face. Pas de regret? Pas un seul. Il a touché son visage. Le geste familier maintenant. Aimer. Clara a pensé à son ancienne vie. La pauvreté, l'épuisement. La lutte sans fin, juste pour survivre. Elle a pensé à la fille désespérée qui avait échangé son avenir contre une chance de sécurité. Cette fille était partie. Maintenant, à sa place se tenait une femme qui avait trouvé l'amour, une famille et un but dans l'endroit le plus inattendu. Pas un seul. Ils se sont embrassés alors que les étoiles sortaient, alors que leur famille célébrait autour d'eux, alors que les montagnes veillaient sur la vallée qu'ils appelaient leur maison. Plus tard, quand les invités furent partis et que Lily fut endormie, Clara s'est assise à son bureau et a écrit dans le journal qu'elle avait commencé à tenir. Aujourd'hui marque un an depuis que je suis devenue Clara Garrett. Un an depuis que j'ai conclu un marché avec un inconnu et trouvé quelque chose que je n'avais jamais osé espérer. Je suis venu ici pour survivre. Je suis resté pour vivre. Demain apportera de nouveaux défis, de nouvelles batailles, de nouvelles chances de prouver que l'amour construit sur le respect et le partenariat peut traverser n'importe quelle tempête. Mais ce soir, je suis simplement reconnaissante pour Samuel, pour Lily,
pour Maggie, pour cette vie que je n'avais jamais imaginée et que je n'arrive pas à croire être la mienne. Je suis Clara Margaret, épouse, mère, partenaire, combattante, et je suis chez moi. Elle a fermé le journal et a regardé par la fenêtre les montagnes au clair de lune. Quelque part là-bas, la fille qu'elle était courait encore, luttait encore, avait encore peur. Mais ici maintenant, Clara avait arrêté de courir. Elle avait trouvé sa place, son peuple, son but, et rien, ni la société, ni les ennemis, ni les fantômes du passé, ne lui enlèverait jamais cela à nouveau. 3 ans ont passé comme de l'eau entre les doigts. Clara se tenait à la fenêtre de la maison du ranch, regardant Lily courir à travers la cour avec son jeune frère Thomas sur ses talons. Le garçon avait 2 ans maintenant, sauvage et têtu avec les cheveux foncés de Clara et les yeux gris de Samuel. Maman, Thomas ne veut pas partager. Thomas, partage avec ta sœur. Non. Clara a souri. Ce garçon avait hérité de son entêtement aussi. Maggie est apparue à côté d'elle, café à la main. À 20 ans, elle était devenue une jeune femme confiante, travaillant à plein temps avec le docteur Harrison maintenant, parlant d'ouvrir sa propre clinique un jour. Tu rayonnes encore? Clara a touché son ventre. Enceinte de 4 mois de leur 3e enfant. Suis-je comme une lanterne? Maggie a souri. Samuel va s'évanouir quand tu lui diras que ce sont des jumeaux. Le docteur Harrison a dit probablement des jumeaux, pas définitivement. As-tu vu ta taille déjà? Clara a ri. Merci pour ça. Je suis juste honnête. Maggie est devenue sérieuse. Clara, j'ai reçu une lettre aujourd'hui. Quelque chose dans son ton a fait se tourner Clara. De qui? Roland, oncle Roland. Le sang de Clara s'est glacé. Elles n'avaient pas entendu parler de leur oncle depuis 3 ans. Après la bataille pour la garde, après la défaite de Victoria, il avait semblé s'effacer dans l'oubli. Que veut-il? De l'argent. Il est malade, apparemment mourant. La mâchoire de Maggie s'est serrée. Il veut que je vienne le voir pour lui pardonner avant qu'il ne parte. Absolument pas, je sais. Maggie a plié la lettre soigneusement. Mais Clara, une partie de moi veut le faire, pas pour lui pardonner, juste pour le regarder dans les yeux et lui montrer ce que je suis devenu, malgré tout ce qu'il a fait. Clara comprenait cette impulsion. Elle l'avait ressentie elle-même de nombreuses fois. Que veux-tu faire? Je veux lui répondre. Lui dire que je suis vivante, que je suis heureuse et que je ne lui dois rien. Les yeux de Maggie étaient brillants. Je veux qu'il sache qu'il ne m'a pas brisé. Clara a serré sa sœur dans ses bras. Alors fais-le. Montre-lui exactement qui tu es. Qui nous sommes, a corrigé Maggie. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Tu aurais pu. Tu n'as juste pas eu à le faire. Ce soir-là, Clara a parlé de la lettre à Samuel. Ils étaient assis sur le porche, regardant le soleil sombrer derrière les montagnes. Thomas dormait. Lily était à l'intérieur en train de lire, dévorant les livres plus vite que Clara ne pouvait les fournir. Penses-tu qu'il est vraiment mourant? Est-ce que ça compte? La voix de Clara était plus dure qu'elle ne le voulait. Cet homme a essayé de détruire Maggie. Il ne mérite pas son pardon. Non, il ne le mérite pas. Samuel a pris sa main. Mais parfois, le pardon ne concerne pas ce que les gens méritent. Il s'agit de ce dont nous avons besoin de nous libérer. Clara a pensé à cela, à la colère qu'elle avait portée si longtemps. La peur qui l'avait poussée à des choix désespérés. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Vous n'êtes pas obligé. Maggie n'est pas obligée. Samuel a serré ses doigts. Mais s'accrocher à la haine, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre personne meure. Où avez-vous entendu ça? Votre sœur, en fait. Elle lit de la philosophie. Clara a ri malgré elle. Bien sûr qu'elle le fait. Ils sont restés assis dans un silence confortable. Puis Samuel a parlé à nouveau. Il y a autre chose que je dois vous dire. Le cœur de Clara est raté un battement. Quoi? Le gouverneur du territoire se retire. Il va y avoir une élection et ils veulent que je me présente. Clara s'est tournée pour le regarder. Gouverneur, Samuel, c'est fou, je sais. J'allais dire incroyable. Il a semblé surpris. Vous pensez que je devrais le faire? Je pense que vous avez passé 3 ans à construire quelque chose de remarquable ici. Des écoles, des pratiques de travail équitables, un élevage durable. Clara a touché son visage. Je pense que vous avez plus à donner si vous le voulez. Cela signifierait déménager à Cheyenne au moins une partie de l'année. Je sais. Cela signifierait un examen minutieux de la politique des gens fouillant dans notre passé. Je sais ça aussi.
Samuel a étudié son visage. Vous n'avez pas peur, je suis terrifié. Clara a souri. Mais j'ai appris que la peur n'est pas une raison pour s'arrêter. C'est juste une raison d'être prudent. Clara Garrett se présentant comme première dame du territoire. Clara Garrett soutenant son mari dans tout ce qu'il choisit de faire. Elle a fait une pause. Mais si vous gagnez, je veux une vraie baignoire dans le manoir du gouverneur avec de l'eau courante chaude. Samuel a ri. Marché conclu. La campagne a commencé en octobre. Clara n'avait pas anticipé la tension. Soudain, tout le monde voulait savoir à propos de la femme de l'éleveur, qui avait été blanchisseuse, qui avait affronté Victoria Ashworth, qui avait construit des écoles et aidé des familles à travers le territoire. Les journaux l'appelaient la Dame de la Montagne. Certains le pensaient comme un compliment, d'autres non. Madame Garrett, est-il vrai que vous avez menacé une éminente mondaine de Boston? Clara a fait face au journaliste avec un sourire calme. J'ai protégé ma famille. N'importe quelle mère ferait la même chose. Mais les méthodes que vous avez utilisées étaient inefficaces. La voix de Clara s'est durcie légèrement. Je ne m'excuse pas d'avoir protégé une enfant de quelqu'un qui l'aurait utilisée comme un pion. Le journaliste a griffonné furieusement. Clara pouvait déjà imaginer le titre. La femme du gouverneur admet l'intimidation. Elle s'en fichait. L'adversaire de Samuel était un homme nommé Howard Prescott, riche, connecté, soutenu par des intérêts miniers qui voulaient dépouiller les montagnes. Il menait une campagne basée sur des promesses de progrès et de prospérité. Clara a vu clair immédiatement. Il ment, a-t-elle dit à Samuel après un événement de campagne. Ces contrats miniers qu'il promet, ils détruiront l'approvisionnement en eau pour la moitié du territoire. Je sais, alors exposez-le. J'ai essayé, personne ne me croit. Samuel s'est frotté le visage, épuisé. Prescott a les journaux dans sa poche. Chaque fois que je soulève des inquiétudes, il l'enterre. Clara a réfléchi un instant. Et si nous n'avions pas besoin des journaux, que voulez-vous dire? La société des femmes, les femmes des éleveurs, les familles que nous avons aidées au fil des ans. L'esprit de Clara s'emballait. Elles se parlent. Elles partagent des informations. Si nous pouvons leur faire parvenir la vérité, elles la répandront plus vite que n'importe quel journal. Vous voulez mener une campagne de l'ombre? Je veux dire la vérité aux gens qui écouteront. Clara a croisé son regard. Laissez-moi gérer ça. Samuel a hésité, puis a hoché la tête. Je vous fais confiance. Clara s'est organisée comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle a voyagé à travers le territoire pour parler à des groupes de femmes, des rassemblements d'églises, des cercles de courte pointe. Elle a apporté des faits, des chiffres et des preuves de ce que les contrats miniers de Prescott signifieraient vraiment. Votre eau deviendra brune. Vos enfants tomberont malades. Vos terres deviendront sans valeur. La voix de Clara portait à travers la salle paroissiale de Cedar Crossing. Howard Prescott ne se soucie pas de vos familles. Il se soucie de ses investisseurs. Comment savons-nous que vous dites la vérité? Une femme a crié. Parce que je suis l'une des vôtres. Clara s'est avancée. Il y a 3 ans, je frottais les vêtements des autres pour survivre. Je sais ce que c'est que de n'avoir rien. Je sais ce que c'est que de se battre pour chaque miette. Elle a fait une pause. Je sais aussi ce que c'est que d'avoir des gens puissants qui essaient de tout vous prendre. J'ai gagné ce combat. Aidez-moi à gagner celui-ci. La salle était silencieuse, puis lentement, des femmes ont commencé à hocher la tête. La nouvelle s'est répandue. La vérité s'est répandue. Et les chiffres de Prescott ont commencé à chuter. Une semaine avant l'élection, Clara a reçu une visite inattendue. Elle était dans la cuisine du ranch quand Hank est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage grave. « Madame, il y a quelqu'un ici pour vous voir. »« Qui? » Elle a dit s'appeler Victoria Ashworth. Le sang de Clara s'est transformé en glace. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis 3 ans. N'y avait pas pensé si elle pouvait l'éviter. Où est-elle? Au salon. Je ne voulais pas la laisser rentrer, mais elle a dit que c'était urgent. A dit que vous voudriez entendre ce qu'elle a à dire. Clara a essuyé ses mains lentement. Reste prêt, Hank, juste au cas où. Oui, madame. Victoria avait l'air différente, plus vieille, plus mince. Les vêtements chers étaient toujours là, mais ils pendaient sur sa silhouette comme des costumes. Ses yeux avaient perdu leur cruauté tranchante, remplacée par quelque chose que Clara n'avait jamais vu en eux auparavant. La peur. Madame Garrett, merci de me recevoir. Je ne l'ai presque pas fait. Clara est restée debout. Que voulez-vous? Vous avertir.
La voix de Victoria était rauque. Howard Prescott, vous devez savoir qui vous combattez vraiment. Les yeux de Clara se sont plissés. Je sais exactement qui je combats. Non, vous ne savez pas. Victoria s'est penchée en avant. Prescott n'est pas juste un politicien. Il est lié à des gens qui font disparaître les problèmes. Des gens qui... Elle s'est arrêtée, a dégluti. Des gens comme ceux que je connaissais. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'il vient après vous spécifiquement. Les mains de Victoria tremblaient. Il est au courant des preuves que vous avez répandues. Il sait que vous êtes la raison pour laquelle sa campagne échoue, et il ne va pas laisser faire. Clara a senti le froid se répandre dans sa poitrine. Quel genre de menace? Le genre permanent. Le silence s'est étiré entre elles. Clara a étudié le visage de Victoria, cherchant le mensonge, la manipulation. Elle ne l'a pas trouvé. Pourquoi m'avertir? Vous me détestez. Je vous détestais. La voix de Victoria s'est brisée. Mais j'ai eu 3 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait, à ce que je suis devenu. Elle a baissé les yeux sur ses mains. J'étais tellement concentré sur le pouvoir, sur le contrôle, que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. La famille, l'amour, les choses que j'ai détruites en essayant d'obtenir ce que je pensais vouloir. Vous avez essayé de prendre ma fille. Je sais et je passerai le reste de ma vie à le regretter. Victoria a croisé le regard de Clara. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux essayer d'empêcher quelqu'un d'autre de faire les mêmes erreurs. Prescott est pire que je ne l'ai jamais été. Il ne s'arrêtera pas à l'intimidation. Il détruira quiconque se met en travers de son chemin. L'esprit de Clara s'emballait. Avez-vous des preuves? Pas assez pour un tribunal, mais j'ai des noms, des dates, des choses que j'ai apprises quand je faisais encore partie de ce monde. Victoria a plongé la main dans son sac et a sorti un dossier. Tout ce que je sais est là-dedans. Utilisez-le comme vous en avez besoin. Clara a pris le dossier. Il était lourd de papiers, de documents, de photographies. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous ne devriez pas. Victoria s'est levée. Mais posez-vous cette question. Viendrais-je ici m'humilier devant la femme qui m'a détruite si je ne disais pas la vérité? C'était un point juste. Victoria. Clara a parlé alors que la femme plus âgée atteignait la porte. Que vous est-il arrivé après votre départ? Victoria s'est arrêtée. Ses épaules se sont affaissées. J'ai tout perdu. Ma réputation, mon argent, mes relations. Elle s'est tournée légèrement. J'ai passé 1 an à boire jusqu'à en mourir. Puis je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre différemment. Et maintenant, je suis bénévole dans un hôpital à Denver. J'aide des femmes qui n'ont nulle part où aller. Un fantôme de sourire a traversé son visage. Ça ne compense pas ce que j'ai fait. Rien ne le fera jamais, mais c'est quelque chose. Elle est partie sans un autre mot. Clara est restée seule dans le salon, le dossier de Victoria dans les mains, son cœur battant de peur et d'autres choses. D'espoir peut-être. L'espoir que même les pires personnes pouvaient changer. La réaction de Samuel au dossier a été immédiate. Nous devons apporter cela aux autorités. Quelles autorités? Prescott en a la moitié dans sa poche, alors le maréchal fédéral, quelqu'un en dehors de son influence. Clara a hoché la tête. J'irai à Cheyenne demain. Parlez au maréchal Thompson directement. Je viens avec vous. Non, vous devez rester ici. Continuez à faire campagne. Si Prescott nous voit tous les deux partir, il saura que quelque chose ne va pas. La mâchoire de Samuel s'est serrée. Je n'aime pas que vous y alliez seul. Je ne serai pas seul. Je prendrai Hank. Clara a touché son visage. Faites-moi confiance, j'ai survécu à pire que Howard Prescott. C'est ce qui m'inquiète. Le trajet jusqu'à Cheyenne a pris 2 jours. Clara et Hank ont voyagé vite, ne s'arrêtant que lorsque c'était absolument nécessaire. Le dossier est resté caché dans la sacoche de celle de Clara, son contenu brûlant dans son esprit. Noms, dates, preuves de pose de vin, menaces et 2 morts suspectes liées aux affaires de Prescott. Si c'était réel, cela le détruirait. Ils ont atteint Cheyenne au crépuscule. Le bureau du maréchal Thompson était encore allumé et Clara a senti le soulagement l'envahir, Madame Garrett. Thompson s'est levé quand elle est entrée, surpris. Je ne m'attendais pas à vous voir. Je ne m'attendais pas à être ici. Clara a posé le dossier sur son bureau. Mais je pense que vous devez voir ça. Thompson a ouvert le dossier. Son expression est passée de la confusion au choc, puis à quelque chose de plus dur.
Où avez-vous vu ça? Une source qui souhaite rester anonyme. Si c'est réel, Thompson a levé les yeux. Madame Garrett, comprenez-vous ce que vous m'avez apporté? Des preuves que Howard Prescott a soudoyé des fonctionnaires, menacé des opposants et peut-être ordonné des meurtres. Oui, la voix de Thompson était grave, et des preuves qui pourraient vous faire tuer si les mauvaises personnes découvrent que vous les avez. Je sais. Thompson l'a étudié un long moment. Vous êtes soit très courageuse, soit très folle. On m'a appelé les deux. Très bien. Thompson a fermé le dossier. Je dois vérifier cela. Contacter des enquêteurs fédéraux. Ça va prendre du temps. Combien de temps? Plus que nous n'en avons avant l'élection. Le cœur de Clara a sombré. Donc Prescott gagne. Pas nécessairement. Thompson s'est penché en avant. Si je peux confirmer même la moitié de cela, je peux l'arrêter. Mais j'ai besoin de quelque chose de plus immédiat, quelque chose qui prouve qu'il est une menace actuelle. Clara a pensé à l'avertissement de Victoria. Le genre permanent. Et si je pouvais l'amener à faire cette menace directement? J'aurais besoin de témoins, de documentation, alors je l'obtiendrai. Les sourcils de Thompson se sont levés. Madame Garrett, je ne peux pas vous demander de vous mettre en danger. Vous ne demandez pas, j'offre. Clara s'est levée. Organisez une réunion. Rendez-la assez publique pour que Prescott se sente en sécurité. Je ferai le reste. C'est insensé. Laisser un meurtrier devenir gouverneur l'est aussi. Thompson la fixait. Puis lentement, il a hoché la tête. J'organiserai ça après-demain, mais Madame Garrett, si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Clara espérait avoir raison. La réunion a été organisée au Grand Hôtel de Cheyenne. Clara portait sa robe verte, son armure maintenant, le symbole de tout ce qu'elle était devenue. Elle est entrée seule dans le restaurant, son cœur battant la chamade, son visage calme. Prescott était déjà là. Il était plus petit qu'elle ne l'avait prévu, avec des cheveux soignés et des yeux froids qui lui rappelaient un serpent. Madame Garrett, quelle agréable surprise. Monsieur Prescott. Clara s'est assise en face de lui. Merci de m'avoir rencontré. Quand la femme de l'adversaire demande une conversation privée, comment pourrais-je refuser? Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Que puis-je faire pour vous? Je veux faire un marché. Les sourcils de Prescott se sont levés. Un marché? Je sais que vous allez gagner cette élection. Les chiffres sont en votre faveur. Clara a gardé sa voix stable. Je suis une femme pratique, Monsieur Prescott. Je préférerais être du côté des gagnants. Et qu'offririez-vous en échange d'être du côté des gagnants? Des informations sur la campagne de mon mari, ses faiblesses, ses plans. Clara s'est penchée en avant. Je peux aussi empêcher le réseau des femmes de répandre des informations sur vos contrats miniers. Tout ce que je veux en retour, c'est l'assurance que ma famille sera laissée tranquille. Prescott l'a étudié. Le silence s'est étiré. Vous trahiriez votre mari. Je protège mes enfants. Il y a une différence. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Prescott. De l'intérêt. Du calcul. Je dois dire, Madame Garrett, je suis surpris. Votre réputation suggérait que vous étiez loyale. La loyauté ne nourrit pas les enfants. La sécurité, si. Clara a dégluti difficilement, le mensonge amer sur sa langue. J'ai entendu des choses, Monsieur Prescott, sur ce qui arrive aux gens qui s'opposent à vous. Je ne veux pas être l'une de ces personnes. Prescott s'est adossé à sa chaise. Son sourire est devenu authentique et terrifiant. Femme intelligente, je pourrais utiliser quelqu'un comme vous. Il a baissé la voix. Oui, j'ai déjà réglé des problèmes, de façon permanente quand c'était nécessaire. Votre mari ne vaut pas ce genre d'effort, mais vous, il a fait une pause. Vous avez été plus gênante que prévu. Alors, nous avons un accord. Nous pourrions. Prescott a plongé la main dans sa veste. Clara s'est tendue, mais il n'a sorti qu'une carte de visite. Appelez ce numéro demain. Nous discuterons des conditions. Merci, Monsieur Prescott. Appelez-moi Howard. Ses yeux ont brillé. Après tout, nous allons être alliés. Clara a souri malgré sa nausée. Bien sûr, Howard. Elle est sortie du restaurant sur des jambes tremblantes. Tom Montam. Hank attendait dans le hall, le visage pâle. L'avez-vous eu? Clara a touché le petit appareil d'enregistrement caché dans sa robe. Une nouvelle invention que le Dr. Harrison avait obtenue d'un ami à Denver. Je l'ai eu. L'arrestation a eu lieu 2 jours avant de l'élection. Les maréchaux fédéraux sont descendus au quartier général de campagne de Prescott avec des mandats et des armes. L'enregistrement a été joué pour un juge, avec la documentation de Victoria,
et le témoignage de 3 témoins qui avaient eu trop peur de parler auparavant. Howard Prescott a été emmené menotté, le visage tordu par la rage. Vous! Il a repéré Clara dans la foule et s'est jeté vers elle, retenu par les maréchaux. Vous avez fait ça. Vous paierez pour ça. Espèce de vaurienne. Monsieur Prescott. La voix de Clara a coupé ses divagations. Je suis beaucoup de choses, mais vaurienne n'en est pas une. Elle s'est tournée et s'est éloignée. Samuel attendait au bord de la foule. Il l'a tirée dans ses bras sans parler, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. J'aurais pu vous perdre. Mais ce n'est pas le cas, Clara. Sa voix était rauque. Ne refaites jamais ça. Je ne peux pas promettre ce bord. Il s'est reculé pour regarder son visage. Pourquoi pas? Parce que si quelqu'un menace ma famille, je me battrai à chaque fois. Elle a touché sa joue. C'est ce que je suis. C'est qui vous avez épousé. Samuel s'est resté silencieux un moment. Puis il a ri, un vrai rire plein de soulagement, d'amour et de quelque chose comme de l'émerveillement. Que Dieu vienne en aide à quiconque contrarie Clara Garrett. Amen à ça. Samuel a remporté l'élection avec une victoire écrasante. L'inauguration a eu lieu en janvier, une journée froide et lumineuse qui ressemblait à un nouveau départ. Clara se tenait à côté de son mari sur les marches du Capitole territorial. Lily d'un côté, Thomas de l'autre, Maggie derrière eux avec des larmes coulant sur son visage. Jurez-vous solennellement, Samuel James Garrett, d'exécuter fidèlement la fonction de gouverneur territorial? Clara a à peine entendu les mots. Elle pensait au voyage qui les avait amenés ici, au marché désespéré dans une ville poussiéreuse, à l'étranger qu'elle avait épousé pour sauver sa sœur, à la famille qu'ils avaient construite à partir de morceaux brisés et d'un espoir têtu. Que Dieu vous vienne en aide, je le jure. La foule a explosé en acclamations. Samuel s'est tourné vers Clara, les yeux brillants d'émotion. Nous l'avons fait. Vous l'avez fait. Non. Il a pris sa main, l'a portée à ses lèvres. Nous. Ensemble. Toujours. Ce soir-là, il y a eu un bal au manoir du gouverneur. Clara portait une nouvelle robe, bleu profond cette fois, avec des broderies argentées qui attrapaient la lumière quand elle bougeait. Elle a dansé avec Samuel, avec Hank Morrison, qui lui a marché sur les pieds 2 fois, avec le Dr. Harrison, qui a raconté des blagues terribles, avec le maréchal Thompson, qui n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait réussi le coup contre Prescott. Et puis, juste avant minuit, un visage familier est apparu au bord de la foule. Victoria Ashworth. Clara s'est excusée et s'est approchée. Victoria avait l'air différente, et en meilleure santé, plus calme. Ses yeux contenaient quelque chose que Clara n'avait jamais vu en eux auparavant. La paix. Vous êtes venu. Je n'étais pas sûr de devoir le faire. Victoria a jeté un coup d'œil à la salle de bal étincelante. Ce n'est plus mon monde. Ça pourrait l'être si vous le vouliez. Victoria a secoué la tête. Non. Je suis mieux où je suis, à aider les gens au lieu de leur faire du mal. Elle a croisé le regard de Clara. Je voulais vous féliciter et vous remercier. Me remercier pourquoi? Pour m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. La voix de Victoria s'est adoucie. Quand vous m'avez battu il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie. Il s'avère qu'elle ne faisait que commencer. Clara ne savait pas quoi dire. Il y a 3 ans, cette femme avait été son ennemie. Maintenant qu'elle se tenait devant elle, transformée, offrant de la gratitude au lieu de menaces. Victoria, je suis heureuse que vous ayez trouvé votre chemin. Moi aussi. Victoria s'est redressée. Prenez soin de cette famille qui est la vôtre, Clara. Ils ont de la chance de vous avoir. Je sais. Victoria a ri, un son authentique, libre de malice. Vous êtes insupportable. Vous le savez. On me l'a dit. Elles ont partagé un sourire. 2 femmes qui s'étaient combattues et avaient fini par se retrouver du même côté. Puis Victoria a disparu dans la foule. Et Clara est retournée vers son mari. « Qui était-ce » a demandé Samuel. « Quelqu'un qui était mon ennemi. Et maintenant? » Clara a réfléchi. « Maintenant, c'est juste quelqu'un qui essaie de faire mieux. Comme nous tous. » Samuel l'a tiré contre lui alors que la musique enflait autour d'eux. « Je vous aime, Clara Garrett. Je vous aime aussi, Samuel Garrett. Des regrets? » Clara a pensé à la question, à tout ce à quoi elle avait survécu pour arriver ici. La pauvreté, la peur, les choix désespérés, les batailles gagnées et les cicatrices qu'elles avaient laissées. Pas un seul, a-t-elle dit, et elle le pensait. 5 ans plus tard, Clara se tenait sur le porche de leur maison de ranch, leur vraie maison, où ils retournaient chaque été pour se souvenir d'où ils étaient partis. Lily avait 14 ans maintenant.
brillante et féroce, parlant de devenir avocate. Thomas avait 7 ans, toujours sauvage, toujours têtu. Les jumelles, Emily et Catherine, avaient 3 ans, identiques en apparence et complètement différentes en personnalité. Maggie dirigeait une clinique à Cheyenne, mariée à un homme bon qui la traitait comme une reine. Le docteur Harrison avait pris sa retraite, mais pas avant d'avoir appris à Maggie tout ce qu'il savait. Samuel en était à son 2e mandat de gouverneur, déjà mentionné comme un possible candidat au Congrès. Mais aujourd'hui, la politique pouvait attendre. Aujourd'hui, c'était pour la famille, maman. Emily est arrivée en courant, le visage taché de terre. Thomas a mis une grenouille dans ma botte. Thomas James Garrett. C'était juste une petite grenouille. Clara a soupiré. Certaines choses ne changeaient jamais. Samuel est arrivé derrière elle en roulant ses bras autour de sa taille. Vous vous souvenez quand notre plus gros problème était Victoria Ashworth? Je me souviens quand notre plus gros problème était de survivre à la semaine. Et maintenant, notre plus gros problème est d'empêcher notre fils de terroriser ses sœurs avec la faune locale. Samuel a ri. Je vais lui parler. Vous dites toujours ça, et je le pense toujours. Il a embrassé sa joue. Heureuse, Clara a regardé sa famille, la terre sur laquelle ils avaient construit leur vie, l'avenir s'étendant devant eux, plein de défis, de possibilités et d'amour. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Des regrets? Elle s'est tournée dans ses bras, levant les yeux vers l'homme qu'elle avait épousé par désespoir et appris à aimer de tout son cœur. Pas un seul, a-t-elle dit. Jamais. Et alors que le soleil se couchait sur les montagnes, peignant la vallée de nuances d'or et de rose, Clara Garrett a serré son mari contre elle et a souri. Elle était venue dans le territoire du Wyoming avec rien d'autre que de la peur et de l'espoir. Elle avait tout trouvé. Un foyer, une famille, un amour qui l'avait transformée d'une blanchisseuse désespérée en la femme qu'elle était toujours censée être. Elle avait épousé un inconnu pour sauver sa sœur. Elle avait découvert des secrets qui avaient tout changé. Elle avait mené des batailles qui semblaient impossibles à gagner. Et à travers tout cela, elle n'avait jamais cessé de croire qu'une vie meilleure était possible. Pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle aimait. Clara May Garrett, la dame de la montagne, la femme du gouverneur, la mère de 5 enfants, la femme qui s'était élevée de rien à tout, c'était son héritage. C'était sa vie et ce n'était que le début.